Regardez ça, dit-il en riant, en levant son téléphone. La serveuse la plus stupide de l'Ohio. Puis Colton Ashford renversa une tasse pleine de café chaud sur sa main. Tout le restaurant devint silencieux. Les fourchettes s'arrêtèrent en plein vol. Harper Voss ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle prit une serviette, s'essuya la main et le regarda droit dans les yeux. « J'ai eu des brûlures pires que ça, dit-elle. Essayez encore. » Personne dans cette ville ne savait qui elle était vraiment. Pas les 4 jeunes hommes qui filmaient son humiliation. Pas le fils du conseiller municipal qui pensait que l'argent le rendait intouchable. Et certainement pas la famille puissante sur le point de découvrir quelque chose. Ils allaient apprendre que la jeune fille discrète qui remplissait leur café avait passé 10 ans à s'entraîner en secret. Elle s'entraînait avec un Navy SEAL à la retraite, qui devait tout à son père décédé. 4 jours plus tard, devant tout le comté, elle leur montrerait enfin. Ils avaient choisi la mauvaise serveuse. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Ridgefield, en Ohio, est le genre de ville que la plupart des gens traversent sans même apprendre son nom. Une seule feu de circulation, une seule épicerie, un seul restaurant. Ce restaurant est ouvert depuis avant la naissance de la plupart de ses habitués. Il s'appelle Millie's. Par un calme mardi matin de début octobre, personne à l'intérieur de ce restaurant ne savait qu'il allait assister à quelque chose. Une chose dont tout le comté parlerait pendant des années. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Harper Voss, une serveuse de 24 ans, polie, facile à ignorer si on ne la connaissait pas. C'est aussi l'histoire d'un vieil homme qui s'asseyait dans la banquette du coin chaque matin. Il ne disait que rarement un mot. La plupart des gens en ville pensaient qu'il n'était qu'un autre vétéran solitaire qui passait le temps. Ils n'avaient aucune idée de qui il était vraiment. Et ils n'avaient aucune idée de ce qu'il avait passé les 10 dernières années à faire. Il le faisait discrètement pour la jeune femme qui lui versait son café. À la fin de cette histoire, vous comprendrez exactement pourquoi les gens qualifient ce qui s'est passé ensuite de légendaire. Mais d'abord, vous devez savoir comment tout a commencé. Et tout a commencé par quelque chose de petit. C'est toujours comme ça. Le restaurant Millie's ouvrait à 6 heures tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il vente. À 6h30, les habitués avaient déjà pris leur banquette. Walter, âgé de 81 ans, commandait les mêmes 2 œufs et toast de seigle. Il les commandait depuis 11 années consécutives. Et Eleanor Pratt, une veuve d'environ 70 ans, venait plus pour la compagnie que pour le café. Une table d'ouvriers d'usine à la retraite se disputait les scores de football. C'était comme si le match avait eu lieu la veille, et non il y a des décennies. Et dans la banquette du coin était assis un homme nommé Emmet Doyle. Il avait 68 ans, les cheveux gris coupés courts. Ses yeux semblaient tout voir sans jamais paraître regarder quoi que ce soit directement. Il s'asseyait toujours face à la porte. Les habitants de Ridgefield attribuaient cela à de vieilles habitudes. « Les vieux soldats, disait-il, font des choses étranges. » Personne ne pensait que le mot « dangereux » pouvait s'appliquer à lui. Il se trompait sur ce point. Chaque matin, Harper lui apportait la même tasse de café noir, sans sucre, sans crème. Chaque matin, il lui répondait par les 3 mêmes mots. « Merci, Harper. » C'était un petit rituel, facile à manquer si l'on ne faisait pas attention. Mais cela signifiait bien plus que ce que la plupart des gens dans ce restaurant n'auraient jamais deviné. Car Emmet Doyle n'était pas simplement un vieil homme solitaire sirotant son café seul. Il était la raison pour laquelle Harper Voss était encore debout. En quelques jours, toute la ville le comprendrait aussi. Mais pas encore. Harper travaillait chez Millie depuis ses 18 ans. 6 ans à porter des assiettes, à remplir des tasses. Elle se souvenait exactement quel habitué voulait du ketchup en plus. Et lequel ne supportait pas la coriandre près de sa nourriture. Elle était douée pour ce travail. Rapide, gentille, impossible à déstabiliser. Millie, la propriétaire du restaurant, une femme à la langue bien pendue approchant la 60aine, aimait dire à ses fournisseurs qu'Harper était sa meilleure embauche. La meilleure en 3 décennies de gestion de cet endroit. Cette fille ne se plaint jamais, a dit Millie une fois. Pas une seule fois. Ce que Millie ne savait pas, c'était pourquoi. Harper avait appris il y a longtemps que se plaindre ne réglait que rarement les choses. Elle a appris cette leçon à 14 ans, debout dans une église. Elle regardait sa mère serrer un drapeau plié contre sa poitrine. C'était le jour de la mort de son père. Il s'appelait Daniel Voss. Il avait servi son pays pendant 12 ans. C'était un homme discret, qui ne parlait presque jamais des détails de son travail. Mais il rentrait à chaque permission avec le même sourire fatigué.
et il serrait sa fille dans ses bras avec la même étreinte forte. Puis une année, il n'est pas rentré du tout. Harper avait 14 ans quand deux hommes en uniforme ont frappé à la porte de leur petite maison. Elle se souvenait de chaque détail de ce matin-là. Le bruit de la tasse de café de sa mère se brisant sur le sol de la cuisine. La lumière ordinaire qui entrait par la fenêtre, indifférente à tout ce qui allait changer. Son père était mort à l'étranger, au milieu d'une mission que personne n'a jamais complètement expliquée à une jeune fille de 14 ans en deuil. Ce qu'elle a finalement appris des années plus tard de l'homme qui était réellement là-bas était plus simple que n'importe quel rapport officiel. Son père avait donné sa vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre. C'était la partie que Harper avait le plus besoin de connaître. Car l'homme qui lui a raconté cette histoire était le même homme qui était maintenant assis dans la banquette du coin du restaurant Milliers. Il buvait du café noir et disait 3 mots discrets chaque matin. « Merci, Harper. » Après les funérailles, Emmett Doyle s'est présenté à leur porte. Il était un étranger pour Harper à l'époque. Grand, les yeux fatigués, portant un drapeau américain plié sous un bras. Il a tendu le drapeau à sa mère. Il a très peu parlé. Il est revenu une semaine plus tard, et encore la semaine suivante. Il ne s'est jamais imposé. Il n'a jamais essayé de combler le vide que son père avait laissé. Il a simplement continué à se présenter, discrètement, encore et encore. C'était comme une promesse qu'il avait l'intention d'honorer, peu importe le temps que cela prendrait. Un après-midi, alors que Harper avait encore 14 ans, encore à vif de chagrin, Emmett s'est assis en face d'elle à la table de la cuisine. « Ton père m'a demandé une seule chose, a-t-il dit, avant de partir cette dernière fois. » Harper leva les yeux. « Il m'a demandé de m'assurer que tu pourrais prendre soin de toi, peu importe ce que la vie te réserverait. » Elle n'a pas compris ce que cela signifiait. Pas ce jour-là. Elle a compris un peu plus le printemps suivant. Emmett est apparu dans la vieille grange derrière leur maison. Il portait 2 paires de gants usés et un rouleau de ruban adhésif de sport. « Nous ne faisons pas ça parce que le monde est cruel », lui a-t-il dit ce premier après-midi. « Nous le faisons parce qu'un jour, il pourrait l'être. Et j'ai fait une promesse. » Harper avait 14 ans. Elle pensait qu'il voulait lui apprendre à donner un coup de poing. Elle n'avait aucune idée de ce qu'on lui donnait réellement. 10 ans. C'est le temps qu'Emmett Doyle a entraîné Harper Voss. Pas tous les jours, pas toujours de manière continue. Il y a eu des périodes où le chagrin l'a complètement éloignée. Des semaines où elle a manqué leur session par pure colère contre le monde. Emmett ne l'a jamais poursuivi. Il a simplement attendu. Elle revenait toujours, lentement, discrètement. Dans cette grange au sol en terre battue, avec une seule ampoule suspendue au-dessus, Harper a appris des choses que personne à Ridgefield n'aurait jamais devinées. Elle a appris à tomber sans se casser quelque chose d'important. Elle a appris à lire une pièce comme certaines personnes lisent un livre. Remarquer les sorties, remarquer les mains. Remarquer la différence entre un homme simplement brillant et un homme réellement dangereux. Surtout, elle a appris la patience. N'importe qui peut donner un coup de poing quand il a peur, lui a dit Emmett une fois, en enroulant du ruban autour d'une articulation meurtrie. Il faut une autre sorte de force pour se retenir. « Pourquoi voudrais-je me retenir ?» avait demandé Harper, à 16 ans, les bras croisés, têtu. « Parce que le jour où tu auras vraiment besoin de ce que je t'apprends, a dit Emmett, ça ne ressemblera plus à un jeu. Et d'ici là, tu voudras connaître la différence entre te défendre et te perdre. » Elle n'avait pas non plus entièrement compris cette réponse, pas avant ce mardi matin particulier, 8 ans plus tard. Debout derrière le comptoir du restaurant Milliers, sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. La cloche au-dessus de la porte a tinté à 7h15. Harper a levé les yeux par habitude, comme elle le faisait à chaque fois que la porte s'ouvrait. 4 jeunes hommes sont entrés, bruyants avant même d'avoir pris place. Elle a immédiatement reconnu celui qui menait le groupe. Colton Ashford, 27 ans, les épaules larges et une veste chère. Le genre de démarche de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non et qui s'en est sorti. Tout le monde à Ridgefield connaissait ce nom de famille. Son père, Gerald Ashford, siégeait au conseil municipal. Il dirigeait la plus grande entreprise de construction de 3 comtés. Son nom s'étalait sur la moitié des bâtiments du centre-ville, et son visage apparaissait sur la plupart des panneaux de campagne le long de Main Street à chaque saison électorale. Colton avait été le quarterback vedette au lycée, le genre de garçon en or à qui les professeurs pardonnaient presque tout. C'était il y a 6 ans. Depuis, d'après ce que les gens disaient, il n'avait pas fait grand-chose.
à part dilapider l'argent et le nom de son père. Il s'est installé dans une banquette près de la fenêtre avec 3 amis. Il riait déjà, beaucoup trop fort pour 7 heures du matin. Harper a attrapé 4 menus et s'est approché. Son expression était agréable, professionnelle. Le même visage qu'elle affichait pour chaque table de l'établissement. « Bonjour, messieurs. Un café pour commencer ?» Colton la regarda lentement, le genre de regard qui s'attarde un instant de plus que nécessaire. « Ça dépend, dit-il. Tu vas le faire correctement cette fois ?» Harper a gardé une voix égale. « Je ferai de mon mieux. » Elle avait déjà servi cette table. 3 semaines plus tôt, Colton avait renvoyé ses œufs 2 fois, assez fort pour que la moitié du restaurant se retourne pour regarder. Elle s'était excusée les 2 fois, même si les œufs avaient été cuits exactement comme il l'avait demandé. C'était le travail. On ne discute pas avec un client difficile. On sourit et on continue. Elle avait appris cette leçon bien avant d'enfiler un tablier. Dans la banquette du coin, M. Doyle était assis avec son café. Il observait sans en avoir l'air. Il avait remarqué Colton Ashford dès que le jeune homme avait franchi la porte. Il a remarqué la façon dont les yeux de Colton suivaient Harper à travers la pièce. Pas comme un client ordinaire regarde une serveuse remplir une tasse, mais comme quelqu'un qui regarde quelque chose qu'il a déjà décidé de blesser. M. avait déjà vu ce regard particulier. Il y a longtemps, dans des endroits très éloignés d'un petit restaurant de l'Ohio. Il posa lentement son café et garda les yeux sur la banquette près de la fenêtre. 2 tables plus loin, Eleanor Pratt a aussi remarqué quelque chose. Elle n'aurait pas pu le nommer exactement. Elle a simplement senti la pièce changer. Comme les gens sentent parfois les ennuis arriver avant qu'ils ne se produisent réellement. Ses yeux se sont déplacés de Harper aux 4 jeunes hommes. Et sa main a trouvé la sangle de son sac à main sans aucune décision consciente de sa part. De vieux instincts peut-être. Ou peut-être qu'une partie d'elle comprenait déjà que le restaurant Millie's était sur le point de devenir un endroit que cette ville n'oublierait jamais. La matinée s'est déroulée comme la plupart des matinées. Harper a apporté à Walter son assiette habituelle, et il l'a remercié de la même manière douce que d'habitude, l'appelant « ma chérie » de la manière inoffensive des hommes de sa génération. Elle a rempli les tasses de café à la table des ouvriers d'usine, riant à l'une de leurs blagues. Elle a vérifié 2 fois si Eleanor allait bien, même si Eleanor ne demandait jamais grand-chose. Et toutes les quelques minutes, elle sentait les yeux de la table de Colton la suivre. Pas de tous les 4, principalement de Colton lui-même. Les petites remarques ont commencé, sur son uniforme, sur la lenteur du service. Même si leur nourriture était arrivée moins de 10 minutes après la commande, Harper a répondu à chaque commentaire avec le même ton patient, un ton sur lequel elle comptait depuis qu'elle avait commencé ce travail. Pas l'entraînement qu'Empt lui avait donné, l'autre, celui de serveuse. Celui qui vous apprend que la mauvaise humeur d'un client n'est pas votre problème à résoudre, mais seulement à endurer. Il y a une différence entre un client impoli et quelque chose de pire, cependant. À 7h40, Colton Ashford avait déjà franchi cette ligne. Ça a recommencé avec les œufs. « Ils sont froids », a annoncé Colton, d'une voix assez forte pour que 3 tables voisines l'entendent. Harper s'est approché immédiatement. « Je suis désolé pour ça. Je vous apporte une nouvelle assiette tout de suite. »« Laissez tomber », a dit Colton, en poussant l'assiette si fort qu'elle a failli glisser du bord de la table. « Apportez-moi quelque chose qui ne soit pas de la camelote. » Bien sûr. Elle a tendu la main pour prendre l'assiette. Colton lui a attrapé le poignet. Pas assez fort pour laisser un bleu. Assez fort pour l'arrêter net et faire taire toute la pièce d'un coup. « Tu sais, » a dit Colton, en projetant sa voix maintenant, « mon père a construit la moitié de cette ville. On pourrait penser que dans son budget, il y aurait de la place pour une serveuse qui sait vraiment faire son travail. » Quelques-uns de ses amis ont ri. Un rire nerveux, incertain. Le genre de rire qui vient des gens qui sentent que quelque chose a mal tourné et ne veulent pas être les premiers à le dire à voix haute. Harper n'a pas retiré son poignet. Elle l'a simplement regardé, imperturbable. « Lâchez mon poignet », a-t-elle dit doucement. « S'il vous plaît. » Quelque chose a vacillé sur son visage pendant une demi-seconde. Peut-être de l'hésitation. Puis il a souri. De la manière dont les gens sourient quand la cruauté est devenue plus divertissante pour eux que la retenue. Il a relâché son poignet et presque dans le même mouvement, il a attrapé sa tasse de café. Elle était presque pleine, encore fumante. Et il l'a renversée sur sa main, sur son tablier. Le café n'était pas bouillant. Millie gardait ses cafetières à une température raisonnable et prudente.
exactement comme un restaurant devrait le faire. Mais il était assez chaud pour piquer. Assez chaud pour que Harper ait un OK, retirant sa main par instinct. Une marque rouge apparaissait déjà sur sa peau. Pendant une seconde entière, tout le restaurant est devenu silencieux. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Les conversations se sont tues en pleine phrase. Même la petite radio derrière le comptoir semblait se fondre dans le bourdonnement de fond. Colton a ri. Il a vraiment ri, sortant son téléphone, le dirigeant vers Harper, alors qu'elle se tenait là, dégoulinante de café, sa main déjà rouge. « Regardez ça !» a-t-il dit à ses amis, avec un large sourire. « Ça va être en ligne ce soir. La serveuse la plus stupide de l'Ohio. » Un de ses amis a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Les deux autres ont ri avec lui, filmant sous différents angles, appréciant clairement le petit spectacle. Harper est resté là un moment, respirant régulièrement, ne disant absolument rien. Tous les yeux dans le restaurant s'étaient tournés vers elle. Walter s'est à moitié levé de sa banquette, ses vieux genoux protestants, prêt à dire quelque chose, à faire quelque chose. La prise d'Eleanor sur la sangle de son sac s'est resserrée. Et dans le coin, M. Doyle a posé sa tasse de café avec un soin délibéré. Il regardait Colton Ashford avec une expression qui, si le jeune homme avait pris la peine de la remarquer, l'aurait peut-être effrayé plus que tout ce qu'il avait jamais affronté sur un terrain de football. Personne n'a bougé, car dans cette première seconde figée, Harper a bougé la première. Elle a attrapé une serviette sur le comptoir. Sans un mot, elle a essuyé le café de sa main. Sans un mot, elle a essuyé le devant de son tablier. Sa main était rouge. Elle allait lui faire mal pendant des heures. Mais sa voix, quand elle a finalement parlé, n'a pas du tout vacillé. « J'ai eu des brûlures pires que ça », a-t-elle dit. « Essayez encore. » Colton cligna des yeux, s'attendant clairement à des larmes ou des cris, quelque chose dont il pourrait rire plus tard. Au lieu de cela, il a eu le silence et un regard fixe qui l'a fait se sentir, juste une seconde, étrangement petit. Peu importe. A-t-il marmonné, en remettant son téléphone dans sa poche, une partie de son arrogance s'étant dissipée. « Apporte-moi juste un nouveau café et ne le renverse pas sur toi cette fois. Danger pour la sécurité. » Ses amis ont ri à nouveau, plus doucement maintenant, ne sachant pas si le moment était devenu plus drôle ou simplement étrange. Harper s'est retourné et s'est dirigé vers le comptoir sans un mot de plus. Millie était déjà là, le visage crispé de fureur, attrapant le téléphone près de la caisse. « J'appelle la police », a dit Millie, d'une voix basse et sèche. « Tout de suite. » Harper a posé une main douce sur la sienne, l'arrêtant. « Ne le faites pas », a-t-elle dit doucement. « Ça n'en vaut pas la peine. » Millie la regarda fixement. « Il t'a brûlé exprès dans mon restaurant. »« Je sais », a dit Harper, « mais appeler la police ne changera rien. Son père aura tout arrangé d'ici le déjeuner, et c'est de moi que les gens chuchoteront pendant 1 mois. » Elle a attrapé une tasse propre, a versé un nouveau café et l'a rapporté à la table elle-même. Elle n'a pas renversé une seule goutte. Sa main était parfaitement stable. « Autre chose ?» a-t-elle demandé, son ton aussi égal que si rien ne s'était passé. Colton l'a étudié un long moment. Son calme le déstabilisait bien plus que n'importe quelle dispute ne l'aurait fait. « Non », a-t-il finalement dit. « C'est bon. » Ils sont partis 20 minutes plus tard, riant comme si rien ne s'était passé. Ils ont jeté une poignée de billets froissés sur la table qui couvrait à peine l'addition, sans parler du pourboire. À l'instant où la porte s'est refermée derrière eux, le restaurant a expiré. Walter a secoué la tête. « Quelle honte !» a-t-il marmonné. « Les jeunes n'ont aucun respect. Aucun. » Un ouvrier d'usine a acquiescé. L'argent de son père l'a gâté il y a longtemps. Eleanor s'est approchée de Harper, vérifiant la brûlure sur sa main. « Tu devrais mettre quelque chose de froid dessus », a-t-elle dit. « Et tu aurais dû laisser Millie appeler la police, ma chère. » Harper a réussi un petit sourire. « Je vais bien, Eleanor, vraiment. Tu n'as même pas tressailli, » a dit Eleanor, l'étudiant de près. La plupart des gens auraient crié. Harper a haussé les épaules, attrapant un chiffon pour essuyer le comptoir, ses mains encore légèrement roses. « Ça ne sert à rien de crier, » a-t-elle dit. « Ça ne règle rien. » Eleanor l'a regardé un moment de plus, quelque chose se tramant derrière ses yeux. Elle avait vécu une longue vie. Elle avait connu beaucoup de gens. La façon dont cette jeune femme se comportait, imperturbable au milieu du chaos, lui rappelait quelqu'un. Elle ne pouvait simplement pas se souvenir de qui. Pas encore.
Dans la banquette du coin, Emmett Doyle n'avait pas bougé une seule fois pendant toute la scène. Il n'en avait pas eu besoin. Il avait entraîné Harper pour exactement ce genre de moment. Pendant 10 années tranquilles dans une grange que personne d'autre ne connaissait. Il lui enseignait une leçon qui comptait plus que n'importe quel coup de poing ou de pied. La retenue, la leçon la plus difficile de toutes. « Tu as bien fait », a-t-il dit doucement. Une fois que le restaurant avait retrouvé son rythme habituel et que Harper était passé pour remplir sa tasse, elle le regarda, quelque chose vacillant derrière ses yeux. « Ça ne fait pas du bien », a-t-elle admis. « J'ai l'impression de l'avoir laissé gagner. » Emmett a secoué la tête. « Gagner, ce n'est pas crier le plus fort. Tu le sais déjà mieux que la plupart des gens de ton âge. Ça ne rend pas les choses plus faciles. »« Non, » a convenu Emmett. « Jamais. » Il a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse, regardant par la fenêtre le camion de Colton s'éloigner sur Main Street. « Ce garçon, » a-t-il dit, « va insister. Les garçons comme ça le font toujours. Ils prennent la patience pour de la faiblesse. La plus vieille erreur qui soit. » Harper l'a étudié attentivement. « Tu penses que c'est fini ?» Emmett a croisé son regard, et pendant un moment, quelque chose de vieux et de sérieux est passé derrière ses yeux. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec un restaurant ou une tasse de café renversée. « Non, » a-t-il dit. « Je ne pense pas que ce soit fini du tout. » Il avait raison. Mais même Emmett Doyle ne savait pas encore jusqu'où Colton Ashford et son père étaient prêts à aller. Ce soir-là, après la fin de son service, Harper est rentrée chez elle, dans la petite maison de Maple Street, où elle avait grandi. Sa mère était décédée 3 ans plus tôt, tranquillement, d'un cœur qui s'était simplement fatigué. Harper avait gardé la maison presque intacte, incapable de se résoudre à changer grand-chose à l'intérieur. Elle s'est assise à la table de la cuisine ce soir-là, passant de l'eau froide sur la brûlure de sa main, ne regardant rien en particulier. Sur le mur au-dessus de la table était accrochée une seule photographie. Son père en uniforme, portant le sourire fatigué et constant dont elle se souvenait si clairement. « Tu aurais détesté voir ça aujourd'hui », a-t-elle dit doucement à la photographie, comme elle lui parlait parfois quand la maison semblait trop vide. Elle n'a pas pleuré, elle le faisait rarement maintenant. Au lieu de cela, elle a fouillé dans le placard du couloir, dans un tiroir qu'elle n'avait pas ouvert depuis des mois. Elle en a sorti une vieille boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient quelques objets. Un drapeau plié, une paire de gants en cuir usé, la même paire qu'Emmett lui avait donnée à 14 ans, et un petit carnet en cuir à la couverture délavée qui avait appartenu à son père. Elle n'avait jamais entièrement compris ce qui était écrit à l'intérieur. Des rangées de chiffres, des dates, des noms qu'elle ne reconnaissait pas, des notes sur des dons, sur un fonds, sur quelque chose que son père avait apparemment suivi attentivement avant de mourir. Elle avait toujours supposé que c'était une sorte de devoir de tenue de registre lié à son service, de la paperasse que personne n'avait jamais pris la peine de lui expliquer. Elle a feuilleté quelques pages maintenant, comme elle le faisait parfois les jours difficiles, se sentant plus proche de lui à travers son écriture soignée et carrée. Un nom revenait plus d'une fois à travers les pages. Ashford. Elle a légèrement froncé les sourcils, passant son pouce sur l'encre, mais n'y a pas beaucoup pensé à ce moment-là. Ashford était un nom assez courant à Ridgefield. Il était estampillé sur la moitié des bâtiments du centre-ville. Elle n'avait aucune idée, pas encore, que ce petit carnet usé contenait un secret capable de faire tomber l'un des hommes les plus puissants du comté. Elle a refermé la boîte et s'est couchée tôt, ses mains encore légèrement piquantes, son esprit plus troublé qu'elle ne voulait l'admettre. Mercredi matin, le restaurant semblait plus calme. La nouvelle s'était déjà répandue rapidement, comme toujours dans une ville aussi petite. Certains chuchotaient avec sympathie à propos de Harper. D'autres, en particulier ceux qui faisaient des affaires avec Ashford Construction, ne disaient rien du tout. Ils faisaient attention à ne pas être vus en train de prendre parti. Harper a fait son service comme d'habitude, remplissant les tasses, livrant les assiettes, offrant le même sourire constant que toujours. Si la scène de mardi l'avait secouée, elle ne l'a pas montré. Vers 9 heures, la cloche au-dessus de la porte a sonné, et un autre Ashford est entré. Gerald Ashford a 60 ans, les cheveux argentés, vêtu d'un costume discret et cher. Le genre de costume qui parlait d'argent, sans avoir besoin de dire un mot. Il était, de l'avis de la plupart, un homme respecté à Ridgefield. Conseiller municipal depuis plus d'une décennie, président du comité organisant le plus grand événement de l'année de la ville. C'était l'inauguration du nouveau mémorial des anciens combattants, prévu pour le dimanche suivant.
Il a salué chaleureusement Millie en s'asseyant sur un tabouret au comptoir. Il a appelé quelques habitués par leur nom et a commandé son café noir habituel avec des toasts. De toutes les manières visibles, il ressemblait à un pilier de la communauté. Harper lui a apporté son café avec un professionnalisme exercé. « Bonjour, Monsieur Ashford. »« Bonjour, Harper, » a-t-il dit agréablement. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes hier. Mon fils peut être un peu excessif parfois. J'espère qu'il ne vous a pas causé trop de soucis. »« Tout va bien, » a dit simplement Harper, en posant la tasse. Gerald l'a étudié un instant, quelque chose de réservé derrière son ton amical. « Bien, » a-t-il dit. « Bien, on ne voudrait pas que quelque chose de désagréable vienne gâcher dimanche, n'est-ce pas? C'est un grand jour pour cette ville. »« Non, monsieur, » a convenu Harper. « C'est un événement important. »« C'est certain, » a dit Gerald, son sourire ne faiblissant jamais. « Beaucoup de choses en dépendent. Ce mémorial va faire beaucoup de bien. » Alors que Harper se tournait pour partir, la poche de son tablier a accroché le bord du comptoir. Le petit carnet en cuir, celui qu'elle avait distraitement rangé ce matin-là, prévoyant de le relire pendant sa pause, a glissé et est tombé par terre. Il a atterri ouvert. Quelques pages se sont déployées directement aux pieds de Gerald Ashford. Il a baissé les yeux par habitude. Pendant un très bref instant, quelque chose a changé sur son visage. Son sourire facile a légèrement vacillé, juste assez longtemps pour que quelqu'un de très attentif le remarque. Empt Doyle, à 3 banquettes de là, était très attentif. Gerald s'est rapidement repris, se penchant pour ramasser le carnet, le lui rendant avec le même sourire agréable qu'auparavant. « Vous avez fait tomber ça », a-t-il dit légèrement. « Merci », a dit Harper, le remettant dans sa poche, sans se rendre compte de rien d'inhabituel. Mais Empt l'avait vu. Une hésitation. Un homme qui, pendant une fraction de seconde, avait semblé moins un conseiller municipal respecté qu'une personne qui venait d'apercevoir quelque chose qu'elle pensait enterré depuis longtemps. Empt a discrètement noté ce détail, de la manière dont il avait appris à classer les observations importantes il y a longtemps. Dans une vie très éloignée de ce restaurant, il n'a rien dit, pas encore, mais il a regardé Gerald finir son café, payer sa note et partir avec un au revoir chaleureux à Millie, et un signe de la main amicale aux habitués. Et quelque chose dans son instinct lui disait que ce n'était que le début. Ce soir-là, Empt est passé chez Harper, ce qu'il ne faisait presque jamais en dehors de leur séance d'entraînement habituelle. Elle l'a laissé entrer, surprise, mais pas alarmée. Ils se sont assis à la même table de cuisine où elle avait regardé la photographie de son père la veille. « Le vieux carnet de ton père, » a dit Empt. « Tu l'as toujours ?» Harper a cligné des yeux. « Oui. Pourquoi? Je peux le voir? » Elle a récupéré la boîte en bois, a sorti le carnet en cuir usé et le lui a passé. Empt l'a feuilleté lentement, son expression indéchiffrable. Rangée après rangée de chiffres, des dates remontant à près de 15 ans. Des noms, certains familiers, d'autres noms, et le nom Ashford apparaissant encore et encore à travers les pages. « Tu sais ce que c'est ?» a demandé Harper doucement. Empt est resté silencieux un long moment. « J'ai une idée, » a-t-il finalement dit, « mais je n'en suis pas encore certain. Ton père tenait des registres minutieux, des choses qui comptaient pour lui, des choses qu'il a dû penser pouvoir être importantes plus tard. Comme quoi? » Empt a fermé doucement le carnet, le posant sur la table entre eux. « Je pense que ton père savait quelque chose sur la façon dont certains fonds étaient gérés dans cette ville, » a-t-il dit. « Des dons, des fonds communautaires. Je pense qu'il en gardait une trace au cas où cela deviendrait important. » Harper a senti un frisson la parcourir. « Important comment? » Empt la regarda, pesant ce qu'il allait dire. « Je ne sais pas encore, » a-t-il admis, « mais je pense que nous devrions le découvrir. Soigneusement, discrètement. » Harper a baissé les yeux sur le carnet, l'écriture soignée de son père la regardant. « Pourquoi cela importerait-il maintenant ?» a-t-elle demandé. « Il est parti depuis 10 ans. » Empt est resté silencieux avant de répondre. « Parce que dimanche, » a-t-il dit, « cette ville se rassemble pour honorer des hommes et des femmes comme ton père. Et si ne serait-ce qu'une fraction de ce que je commence à soupçonner est vrai, certaines des personnes qui se tiendront à ce podium n'ont pas mérité le droit d'y être. » Harper sentit son estomac se nouer. « Tu veux dire Gerald ?» Empt n'a pas répondu tout de suite. « Je veux dire, » a-t-il dit prudemment, « nous devons être très sûrs avant de dire un mot, mais oui. Je pense que le nom de Gerald Ashford est dans ce carnet pour une raison, et je ne pense pas que ce soit une bonne raison.
Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un calme précaire. Harper a fait ses services comme d'habitude, bien qu'elle se soit surprise à observer Gerald Ashford un peu plus attentivement chaque fois qu'il venait pour son café du matin. Colton n'est pas revenu au restaurant tout de suite, bien que les rumeurs de l'incident du café se soient déjà répandues dans la ville. Certaines versions étaient exagérées, d'autres adoucies, selon qui les racontait. Millie gardait un œil plus attentif sur Harper que d'habitude, la surveillant discrètement, même si Harper insistait encore et encore qu'elle allait bien. Eleanor Pratt a commencé à passer plus souvent aussi, inventant toujours une petite excuse pour s'asseoir près de la section de Harper. Elle l'observait avec une sorte de curiosité réfléchie que Harper ne pouvait pas tout à fait cerner. Un matin, alors que Harper remplissait sa tasse, Eleanor a finalement dit ce qu'elle avait sur le cœur. « Tu me rappelles quelqu'un » a dit Eleanor. Harper a souri poliment. « Ah oui, qui ça ?»« Une jeune sergente que j'ai connue il y a longtemps, à l'époque où mon mari était encore en service actif. La personne la plus calme que j'ai jamais rencontrée, peu importe ce qui se passait autour d'elle. » Harper a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. « C'est un beau compliment », a-t-elle dit prudemment. Eleanor l'a étudié un moment de plus. « Ce n'est pas un compliment, ma chère », a-t-elle dit doucement. « C'est une observation, et j'ai appris au cours d'une longue vie que des observations comme celle-là sont généralement justes à propos des gens. » Elle n'a pas insisté, remerciant Harper pour le café et retournant à ses mots croisés. Mais le commentaire est resté avec Harper pour le reste de la journée. Empt, dans sa banquette du coin, n'avait pas non plus manqué l'échange. Lentement, discrètement, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, les habitants de Ridgefield commençaient à sentir que Harper Voss était plus qu'une simple serveuse, très douée dans son travail. Ils commençaient à sentir qu'il y avait quelque chose en dessous. Ils ne savaient tout simplement pas à quel point. Le vendredi matin, 2 jours avant l'inauguration du mémorial des anciens combattants, Colton Ashford est retourné au restaurant Millie's. Cette fois, il est venu seul. Il s'est glissé dans la même banquette que la fois précédente, commandant un café sans incident, sans les commentaires bruyants ou la cruauté du début de la semaine. Pendant un moment, on aurait presque dit que mardi n'avait jamais eu lieu. Harper l'a servi avec le même professionnalisme qu'elle offrait à chaque table. Mais alors qu'elle débarrassait son assiette vide vers la fin de son repas, Colton a parlé, sa voix basse, destinée uniquement à elle. « Tu devrais penser à trouver un nouveau travail », a-t-il dit doucement. Quelque part loin d'ici. Harper s'est arrêté, l'observant attentivement. « Excusez-moi, mon père a un grand jour dimanche », a poursuivi Colton, toujours à voix basse, presque désinvolte, bien que quelque chose de plus froid courait en dessous. Toute la ville sera là. Caméras, journalistes, tout le tralala. Ce ne serait pas un bon moment pour des distractions embarrassantes. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », a dit Harper honnêtement. Colton s'est penché en arrière, l'étudiant. « Bien sûr que si », a-t-il dit. « Ce petit carnet que tu transportes toujours. » Mon père l'a mentionné. Il a dit qu'il avait l'air vieux. Il a dit qu'il ressemblait à quelque chose qui appartenait à quelqu'un qui travaillait avec lui il y a longtemps. Le pouls de Harper s'est accéléré, bien que son visage n'ait rien laissé paraître. « C'était à mon père », a-t-elle dit simplement. « Ouais », a dit Colton, « je m'en doutais. Voici un conseil amical. Quoi qu'il y ait dedans, c'est de l'histoire ancienne. Personne dans cette ville ne veut revivre ce qui est dans ces pages, surtout pas juste avant dimanche. » Harper le regarda fixement, comprenant enfin exactement ce qu'il insinuait. « Vous me menacez ?» Colton a souri, le même sourire froid du début de la semaine. « Je te donne une chance », a-t-il dit, en se levant, jetant quelques billets sur la table. « Comprends le message. Passe à autre chose. Trouve du travail ailleurs. Un grand week-end arrive. » Cette ville n'a pas besoin de problèmes juste avant. Il s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant juste avant de sortir. « Tu as jusqu'à dimanche », a-t-il ajouté presque nonchalamment. Après ça, ce qui arrivera, arrivera. La cloche au-dessus de la porte a tinté alors qu'il partait. Harper est resté là, l'assiette vide toujours dans ses mains, son cœur battant la chamade, malgré son calme extérieur. De l'autre côté du restaurant, Empt Doyle avait entendu chaque mot. Il a posé lentement sa tasse de café, la mâchoire serrée, les yeux suivant le camion de Colton qui s'éloignait du trottoir. Le compte à rebours avait officiellement commencé. 2 jours jusqu'à dimanche.
2 jours jusqu'à ce que toute la ville se rassemble pour honorer ces anciens combattants, sans savoir que certaines des personnes même qui se tiendraient à ce podium avaient des secrets enfouis bien plus profondément que quiconque ne le réalisait. 2 jours pour que Harper Voss décide de ce qu'elle allait faire, et 2 jours pour que la vérité que son père avait soigneusement écrite toutes ces années auparavant trouve enfin son chemin vers la lumière. Emmett s'est levé lentement de sa banquette et s'est approché de l'endroit où se tenait Harper. Elle tenait toujours cette assiette vide, ses jointures pâles autour du bord. « Ça va » a-t-il demandé doucement. Harper le regarda, quelque chose de stable et de résolu s'installant dans son expression, remplaçant le choc d'un instant auparavant. « Je ne vais pas fuir » a-t-elle dit. « Quoi que ce soit, quoi qu'il y ait dans ce carnet, je ne le laisserai pas me faire peur et me chasser de cette ville. » Emmett l'a étudié un long moment, quelque chose comme une fierté tranquille, traversant son visage buriné. « Bien » a-t-il dit, « parce que je ne pense pas que ton père aurait fui non plus. Et je ne pense pas qu'après tout ce que je t'ai appris, la fuite ait jamais été une option. » Harper a posé l'assiette avec précaution, prenant une lente respiration. « Alors nous devons découvrir ce qu'il y a vraiment dans ce carnet, » a-t-elle dit, « avant dimanche. » Emmett a hoché la tête une fois, lentement. « Oui, » a-t-il dit, « nous le devons. » Dehors, le soleil de l'après-midi se glissait sur Main Street, indifférent à la tempête qui se préparait tranquillement sous la surface de cette petite ville ordinaire. D'ici dimanche, Ridgefield apprendrait la vérité sur Gerald Ashford, sur son fils, sur le carnet que Daniel Voss avait laissé derrière lui, et sur la jeune serveuse discrète qui avait passé 10 années secrètes à se préparer pour un moment qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle était enfin prête à affronter. Vendredi soir, Harper a à peine dormi. Elle est restée assise à sa table de cuisine bien après minuit, le vieux carnet en cuir ouvert devant elle. Un bloc-notes et un stylo étaient à portée de main. Emmett l'avait prévenue d'être lente, méthodique, de ne pas sauter aux conclusions. C'est donc ce qu'elle a essayé de faire. Page par page, elle a recopié chaque chiffre, chaque date, chaque nom que son père avait écrit. C'était un travail lent et minutieux. L'écriture de Daniel Voss était petite et serrée. Le genre d'écriture qu'un homme produit quand il essaye de condenser beaucoup d'informations dans très peu d'espace. Peut-être parce qu'il ne voulait jamais que quelqu'un le feuillette nonchalamment et le comprenne d'un coup d'œil. Mais Harper avait grandi en lisant cette écriture sur des cartes d'anniversaire et des listes de courses. Elle savait comment la déchiffrer. Vers 2 heures du matin, un schéma a commencé à se dessiner. Le carnet couvrait environ 18 mois, il y a plus de 10 ans, juste avant le dernier déploiement de son père. Pendant cette période, Ridgefield avait mené une campagne de collecte de fonds pour quelque chose appelé le Fonds de soutien aux anciens combattants de Ridgefield. Il était destiné à aider les familles de militaires du comté à couvrir les frais médicaux, les paiements hypothécaires, tout ce dont elles avaient besoin quand un soldat ne rentrait pas ou rentrait incapable de travailler. Harper n'avait jamais entendu parler de ce fonds. Pas en 10 ans. Mais son père l'avait suivi avec un soin évident, notant les dates des dons, les montants, où l'argent était censé aller. À côté de plusieurs entrées, de sa petite écriture délibérée, se trouvait un seul nom, G. Ashford. Parfois, ce nom apparaissait à côté d'un total de dons qui ne correspondait pas à ce qu'elle supposait avoir été réellement collecté. Elle se basait sur de vieilles coupures de journaux glissées à l'arrière du carnet, fragiles et jaunies par le temps. Une coupure d'un journal local datant de plus de 10 ans décrivait un dîner de collecte de fonds qui avait rapporté, selon l'article, un peu plus de 40 000 $ pour le fonds. Le carnet de son père, daté de la même semaine, enregistrait un dépôt de 26 000 $. 14 000 $ manquaient à l'appel. Ce n'était pas le seul écart. Au moment où le ciel à l'extérieur de sa fenêtre commençait à devenir gris, Harper avait trouvé 6 cas distincts où les chiffres ne correspondaient tout simplement pas. Chaque fois, le nom de Gerald Ashford apparaissait à proximité, soit comme la personne responsable du dépôt, soit en signant un reçu. Elle s'est penchée en arrière, se frottant les yeux fatigués, fixant les pages étalées sur la table. Son père n'était pas un homme méfiant. Il ne cherchait pas les ennuis. Mais quelque part en chemin, en faisant le travail bénévole discret qu'il avait entrepris pour ce fonds avant son dernier déploiement, il avait remarqué quelque chose qui n'allait pas. Et il l'avait noté, soigneusement, patiemment. Comme si une partie de lui soupçonnait déjà qu'un jour, quelqu'un en aurait besoin.
Harper a pensé à l'homme qui s'était présenté à sa porte avec un drapeau plié quand elle avait 14 ans. L'homme qui avait passé 10 ans à l'entraîner dans une grange au sol en terre battue. Elle a pensé à ce qu'il lui avait dit 2 nuits plus tôt. Je pense que ton père savait quelque chose sur la façon dont certains fonds étaient gérés dans cette ville. Il avait eu raison. Elle a appelé Empt avant 6 heures ce matin-là. Il a répondu avant la 2e sonnerie, semblant complètement alerte malgré l'heure. Comme le font parfois les vieux soldats, peu importe l'heure. J'ai trouvé quelque chose, a dit Harper. Je pense que tu dois voir ça. Il était chez elle en moins de 20 minutes. Elle a tout étalé sur la table de la cuisine. Le carnet, ses notes, les coupures de presse. Empt tout lu lentement, son expression s'assombrissant page après page. 14 000 ici, a dit Harper, en tapotant une entrée. 9 000 ici. Ça continue à chaque fois, juste au moment où le nom de Gerald apparaît. Empt s'est penché en arrière, se frottant la mâchoire. Ton père était bénévole pour ce fonds, a-t-il dit, à moitié pour lui-même. Je me souviens qu'il en avait parlé il y a des années. Il disait qu'il voulait s'assurer que les familles de militaires de ce comté recevaient vraiment ce qui leur était promis. Tu penses qu'il a trouvé ça? A dit Harper, l'argent manquant. Je pense, a dit Emmett lentement, que ton père était le genre d'homme qui ne pouvait pas ignorer quelque chose comme ça, même si cela signifiait se faire un ennemi puissant. Harper a senti un frisson s'installer en elle. Qu'est-il arrivé au fond? A-t-elle demandé. Je n'en ai même jamais entendu parler, et j'ai vécu dans cette ville toute ma vie. Empt est resté silencieux un long moment. Il a fermé, a-t-il finalement dit. Peu de temps après le départ de ton père. Je me souviens en avoir vaguement entendu parler, il y a des années. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque. Fermé comment? Officiellement, a dit Emmett. L'histoire dont je me souviens, c'est que les dons avaient ralenti et que la ville avait décidé de verser l'argent restant dans un nouveau projet. Harper a senti quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit. Le nouveau projet était le mémorial des anciens combattants. Empt a croisé son regard et n'a pas répondu tout de suite, ce qui était une réponse suffisante. Je n'en suis pas certain, a-t-il dit prudemment. Mais étant donné tout ce qui se trouve dans ce carnet, je pense que ça vaut la peine de le découvrir. Ils ont passé la matinée du samedi à essayer de rassembler tout ce qu'ils pouvaient, sans attirer une attention non désirée. Il s'est avéré, avait encore des relations de ses années de service, de vieux amis dispersés dans le comté, des hommes et des femmes qui avaient porté l'uniforme à ses côtés et comprenaient la valeur d'une enquête discrète et minutieuse. L'un de ses amis était un greffier de comté à la retraite, nommé Harold Simpims. C'était un homme corpulent d'environ 70 ans, qui avait passé près de 3 décennies à travailler au bureau des archives du comté avant de prendre sa retraite. Empt l'a appelé ce matin-là, et en début d'après-midi, Harold avait accepté de les rencontrer chez lui, à la périphérie de la ville. Sa maison était petite, encombrée de vieilles photographies et de boîtes de classement poussiéreuses qu'il n'avait apparemment pas tout à fait abandonnées, même après des années de retraite. Il a écouté attentivement Empt exposer ce qu'ils avaient trouvé, jetant de temps en temps un coup d'œil au carnet que Harper avait apporté. Le fonds de soutien aux anciens combattants de Ridgefield, a dit Harold, lentement, la mémoire lui revenant. Je me souviens de ça. Ça a duré 2, peut-être 3 ans, avant que je ne quitte le bureau. Une grosse campagne de collecte de fonds. Beaucoup de soutien de la communauté. Savez-vous ce qui lui est arrivé? A demandé Harper. Harold a froncé les sourcils, y réfléchissant. Si ma mémoire est bonne, il a été intégré au fond du mémorial il y a environ 9 ou 10 ans. C'est Gerald Ashford qui a fait passer ça au conseil lui-même, si je me souviens bien. Il a dit que c'était plus logique de tout mettre dans un grand projet durable plutôt que dans un fonds de soutien qui finirait par s'épuiser de lui-même. Est-ce que quelqu'un a remis en question cette décision à l'époque? A demandé Emmett. Harold a haussé les épaules. Pas que je me souvienne. Ashford a toujours eu le don de faire paraître ses idées raisonnables, et l'idée du mémorial était populaire. Les gens aimaient l'idée de quelque chose de permanent plutôt qu'un fonds de soutien aidant discrètement une poignée de familles en coulisses. Harper a baissé les yeux sur le carnet de son père. Et si l'argent qui a disparu, a-t-elle dit lentement, n'était jamais arrivé dans aucun des 2 fonds? Et s'il avait simplement disparu quelque part entre les 2? Harold l'a étudié attentivement. C'est une chose sérieuse à suggérer, jeune femme. Je sais, a dit Harper. C'est pourquoi nous essayons d'être prudents. Harold est resté assis en silence un moment, les regardant tous les deux.
Votre père était Daniel Voss, a-t-il finalement dit. Ce n'était pas une question. Harper a cligné des yeux, surprise. Vous le connaissiez? Pas bien, a admis Harold. Mais je me souviens qu'il est venu au bureau des archives plusieurs fois il y a des années, posant des questions sur des transferts de fonds. Un type discret, mais persistant. Je me souviens avoir pensé à l'époque que quelque chose semblait le troubler, mais il n'a jamais dit quoi. La gorge de Harper s'est serrée. Il devait déjà soupçonner que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit doucement. Harold a hoché la tête lentement. On dirait bien. J'aimerais avoir plus à vous offrir, mais si vous cherchez de vraies preuves, de vrais documents, vous aurez besoin d'accéder aux anciens registres financiers. Les archives du comté très probablement, ou tout autre document interne que le Conseil a conservé de cette campagne de collecte de fonds. Est-ce que ça existerait encore? A demandé Empt. Peut-être, a dit Harold. Peut-être pas. Ça dépend si quelqu'un s'est donné la peine de le conserver ou si ça a été discrètement nettoyé quelque part en chemin. Il les a regardés tous les deux, son expression devenant sérieuse. Je vais vous dire ceci gratuitement, a-t-il ajouté. Si ce que vous suggérez s'avère vrai et que Gerald Ashford a vraiment déplacé de l'argent qu'il n'aurait pas dû, fouiller là-dedans 2 jours avant qu'il ne se tienne devant la moitié de ce comté à cette inauguration du mémorial ne va pas lui plaire. Un homme comme ça n'apprécie pas qu'on remette son nom en question, surtout pas juste avant son plus grand jour sous les projecteurs. Harper a pensé à l'avertissement de Colton de la veille. Tu as jusqu'à dimanche. Après ça, ce qui arrivera, arrivera. Elle comprenait maintenant avec une clarté soudaine exactement ce que valait son silence pour la famille Ashford. Ils ont quitté la maison de Harold avec plus de questions que de réponses, mais avec une direction solide. Si une preuve réelle existait encore, elle se trouverait quelque part dans les anciens registres financiers de la ville. Des registres qui pourraient encore prendre la poussière dans un classeur oublié ou qui pourraient déjà avoir disparu depuis longtemps. Harper a passé le trajet de retour en ville à regarder par la fenêtre, retournant tout dans sa tête. Même si nous trouvons des preuves, a-t-elle finalement dit, qui va y croire? Gerald Ashford dirige pratiquement cette ville. Il est au conseil. Son entreprise a construit la moitié de Main Street. Les gens ne voudront pas entendre qu'il a volé dans un fonds destiné à aider les familles de militaires. Empt a gardé les yeux sur la route, pensif. Les gens croient aux preuves, a-t-il dit. Surtout celles que l'on ne peut pas réfuter. Ton père n'a pas seulement griffonné des soupçons dans ce carnet. Il a noté des chiffres, des dates, des divergences. Ce ne sont pas des ragots. C'est une piste écrite. Ce n'est toujours qu'un carnet, a dit Harper. Pas exactement quelque chose qu'un tribunal prendra au pied de la lettre. Non, a convenu Emmett. Mais c'est un début, et parfois un début est tout ce dont on a besoin pour que les bonnes personnes posent les bonnes questions. Harper est restée silencieuse un moment. Colton sait que nous l'avons, a-t-elle finalement dit. Ou du moins il sait que j'ai quelque chose. C'est de ça qu'il s'agissait vendredi. L'avertissement. La mâchoire d'Empt s'est crispée. Je sais, a-t-il dit. Et s'ils essaient quelque chose avant dimanche? A demandé Harper. Et si ce ne sont pas que des paroles en l'air? Empt la regarda, son expression s'installant dans le même calme égal qu'il avait affiché pendant une centaine de séances d'entraînement dans cette vieille grange. Alors nous serons prêts, a-t-il dit simplement. C'est à ça qu'ont servi les 10 dernières années. Harper a fait son service habituel chez Millie le samedi matin, bien que ses pensées dérivent d'ailleurs. Le restaurant bourdonnait de conversations sur le dimanche. Les habitués discutaient de ce qu'ils porteraient, de l'heure à laquelle ils devraient arriver, pour avoir une bonne place. Ils se demandaient si le maire se montrerait vraiment cette année, ou enverrait quelqu'un à sa place comme l'année précédente. Personne, pour autant que Harper puisse en juger, ne soupçonnait que quelque chose n'allait pas sous la surface du plus grand événement annuel de Ridgefield. Vers 10 heures, la cloche au-dessus de la porte a sonné et Walter est entré en traînant les pieds. Il se déplaçait un peu plus lentement que d'habitude, s'appuyant plus lourdement sur sa canne. Il s'est installé dans sa banquette habituelle et Harper lui a apporté son café avec un sourire chaleureux. « Grand jour demain, Walter », a-t-elle dit. « Vous êtes excité ?» Le visage buriné de Walter s'est illuminé. « Je ne le manquerai pour rien au monde. Le nom de mon frère va être sur ce mur, vous savez. Je l'ai perdu quand il avait encore la vingtaine. Les familles ont attendu longtemps pour le voir honoré comme il se doit. » Harper a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je ne le savais pas », a-t-elle dit doucement. « Peu de gens le savent », a dit Walter. « C'est une bonne chose qu'il fasse, de construire ce mémorial.
Quoi que les gens disent de Gerald Ashford, au moins il le fait enfin. Harper a réussi un petit sourire, bien que les mots lui pèsent sur l'estomac. Elle a pensé aux 14 000 $ manquants, aux 9 000 $ manquants, au fonds de soutien qui avait discrètement disparu, intégré à un projet qui faisait de meilleures inaugurations et de meilleurs titres de journaux. Elle a pensé aux frères de Walter, qui qu'il ait été, et à quel point un mémorial comme celui-ci signifiait pour les familles qui portaient leur deuil depuis des décennies. Quoi que Gerald Ashford ait réellement fait, ce n'était pas seulement une question de chiffres griffonnés sur une page. C'était une question de gens comme Walter, qui faisaient confiance à leur ville pour honorer le sacrifice de la bonne manière. Et si ne serait-ce qu'une fraction de l'argent destiné aux familles d'anciens combattants avait vraiment disparu en cours de route, cette trahison était bien plus profonde que quiconque à Ridgefield ne le comprenait. Juste après midi, la porte du restaurant s'est ouverte plus fort que d'habitude. Colton est entré, seul à nouveau, mais son expression avait changé, plus vive maintenant, plus en colère. Il ne s'est pas assis. Il s'est dirigé directement vers le comptoir, où Harper remplissait un distributeur de serviettes. Il s'est penché assez près pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Tu as parlé à Harold Sims hier », a-t-il dit, à voix basse. Les mains de Harper se sont immobilisées un instant avant qu'elle ne reprenne son travail, gardant son visage soigneusement vide d'expression. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ne fais pas l'idiote », a sifflé Collinson, doucement mais sèchement. « Mon père a des amis partout dans cette ville. Tu crois que tu peux fouiller dans les archives du comté sans que personne ne le remarque ?» Harper a posé le distributeur de serviettes et l'a regardé droit dans les yeux. « Si votre père n'a rien à cacher, » a-t-elle dit d'un ton égal, « alors peu importe ce que je regarde. » Quelque chose a traversé son visage. De la colère mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu te fourres, » a-t-il dit. « Ce n'est pas un jeu, Harper. Mon père a passé toute sa vie à construire ce qu'il a dans cette ville. Tu penses qu'un vieux carnet va changer quoi que ce soit à ça? Je pense, a dit Harper doucement, que la vérité finit toujours par sortir, d'une manière ou d'une autre. La mâchoire de Colton s'est crispée. Tu as jusqu'à demain, a-t-il dit. C'est tout. Après la cérémonie, quoi que tu penses avoir, quoi que tu penses savoir, rien de tout ça n'aura plus d'importance. Personne ne se souciera d'un vieux carnet, une fois que tout le comté regardera mon père sur cette scène, en train d'honorer des soldats. Tu auras juste l'air d'une serveuse amère, essayant de ruiner le plus grand jour d'un homme bon. Il s'est redressé, vérifiant le restaurant pour s'assurer que personne n'avait entendu, puis est sorti sans rien commander. Harper est resté derrière le comptoir, le cœur battant la chamade malgré son calme extérieur, regardant son camion démarrer en trombe. Millie, ayant surpris la fin de l'échange depuis l'embrasure de la cuisine, s'est approchée lentement. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. Harper a forcé un petit sourire. « Bien, juste Colton qui fait du Colton. » Millie l'a étudié, clairement pas entièrement convaincue, mais elle a laissé tomber, retournant dans la cuisine sans autre commentaire. De l'autre côté du restaurant, dans sa banquette habituelle du coin, Emmet avait observé tout l'échange sans bouger, son café intact devant lui. Il a brièvement croisé le regard de Harper et a fait le plus petit des hochements de tête. Aucun d'eux n'avait besoin de le dire à voix haute. Quoi que Colton et son père aient prévu ensuite, ce ne serait pas subtil. Les ennuis sont arrivés juste avant la fermeture, vers 8 heures ce soir-là. Harper avait déjà pointé et aidé Millie à essuyer les comptoirs. Le restaurant était presque vide, à l'exception de quelques retardataires finissant leur café près de la fenêtre. Dehors, un moteur a vrombé bruyamment, des pneus crissant brièvement sur le pavé. Un instant plus tard, quelque chose a heurté violemment la vitrine, envoyant une fissure nette à travers le verre. Millie a eu un hoquet, laissant tomber son chiffon. Un des clients restants a sauté de son siège. Harper a atteint la fenêtre à temps pour apercevoir l'arrière d'un camion qui s'éloignait en trombe sur Main Street. Le même camion que Colton conduisait toute la semaine. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» a soufflé Millie, fixant la fissure en toile d'araignée qui parcourait maintenant sa vitrine. La colère et quelque chose de plus froid se sont tordus dans l'estomac de Harper, bien qu'elle ait gardé un visage impassible. Dehors, sur le trottoir, un homme âgé promenait son petit chien devant le restaurant au moment exact où le camion est passé en trombe. Il avait reculé, surpris par le bruit, et le camion, déviant près du trottoir, l'avait fait tomber lourdement sur le pavé. Harper était dehors en quelques secondes, agenouillé à côté de lui.
C'était Roger Hendries, un ancien combattant à la retraite, d'environ 70 ans. Un autre visage familier de la clientèle régulière du restaurant, bien qu'il vienne généralement plus tard que pour le petit déjeuner. « Roger », a dit Harper d'une voix pressante. « Ça va? Vous m'entendez » Roger a gémi, se tenant le poignet, son visage pâle de douleur. « Je crois que je me suis tordu quelque chose », a-t-il marmonné. « Maudits jeunes imbéciles qui conduisent comme ça. » Millie avait déjà appelé une ambulance, au moment où Emmet est arrivé. Il avait entendu l'agitation depuis le bout de la rue où il se promenait ce soir-là. Il s'est agenouillé à côté de Roger, l'examinant avec le calme exercé d'un homme qui avait traité des blessures bien pires dans des endroits bien plus dangereux. « Poignet foulé, peut-être fracturé », a dit Emmet doucement. « Rien de mortel, mais il doit être examiné correctement. » L'ambulance est arrivée en quelques minutes et Roger a été chargé avec précaution. Il grommelait toujours à propos des jeunes conducteurs imprudents, bien que son visage soit resté crispé par une douleur qu'il essayait clairement de cacher. Alors que l'ambulance s'éloignait, une petite foule s'était rassemblée devant le restaurant, attirée par l'agitation. Les nouvelles se répandent vite dans une ville de cette taille. Au moment où Harper et Emmet sont rentrés, Millie était au téléphone avec la police, sa voix sèche de colère à peine contenue. « Je me fiche de savoir de qui il est le fils », disait Millie. « Ce camion a failli heurter un vieil homme sur le trottoir. Je veux que ce soit consigné. » Elle a raccroché quelques minutes plus tard, son expression sombre. « Des agents vont passer pour prendre un rapport », a-t-elle dit. « Mais pour être honnête, je ne me fais pas d'illusions. Tout le monde dans cette ville sait à quel point le shérif Daniels est proche de Gerald Ashford. » Harper a senti une tension familière s'installer dans sa poitrine. « Tu penses qu'ils vont laisser passer ça » a-t-elle demandé. Millie a soupiré, désignant la vitre fissurée. « Je pense que les familles puissantes dans les petites villes ont une façon de faire disparaître les choses gênantes. Ça a toujours été comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas essayer quand même. » L'agent qui est arrivé 20 minutes plus tard était jeune, à peine dans la trentaine, poli, mais visiblement mal à l'aise avec toute la situation. Il a pris les dépositions de Millie, des 2 clients restants qui avaient été témoins du camion, et de Harper. Quand Harper a mentionné avoir reconnu le camion comme étant celui de Colton Ashford, l'expression du jeune agent s'est crispée. « Vous êtes sûr que c'était son camion » a-t-il demandé prudemment. « Positive » a dit Harper. « Le même camion qu'il conduit toute la semaine. Le même qu'il avait cet après-midi. » L'agent a griffonné quelque chose dans son carnet, bien que sa posture soit devenue nettement plus prudente. « Je transmettrai » a-t-il dit. « Je ne peux pas promettre grand-chose sans image claire, ou un numéro de plaque, cependant. Ça pourrait être difficile à poursuivre formellement. »« Il y a une caméra de sécurité juste là, » a dit Millie, en montrant une petite caméra montée au-dessus de la porte. Elle aurait dû tout enregistrer. L'agent a levé les yeux, hochant la tête. « Ça aiderait. Ça vous dérange si je jette un œil ?» Millie l'a conduit au petit bureau où se trouvait le système de sécurité. Elle a affiché les images sur un vieil écran, pendant que tout le monde se pressait autour en attendant. L'écran montrait l'avant du restaurant, la rue au-delà, des voitures ordinaires passant dans la lumière du soir. Puis, juste au moment où le camion aurait dû apparaître, l'image est passée en statique. Elle a repris plusieurs minutes plus tard, sur rien de plus qu'une rue vide, et Roger Hendries déjà au sol, Harper agenouillé à côté de lui. Millie a fixé l'écran, le visage blême. « Ce n'est pas possible », a-t-elle marmonné. « Ce système est tout neuf. Je l'ai fait installer il y a 2 mois. » Le jeune agent a étudié les images, fronçant les sourcils. « Les systèmes ont des pépins, ça arrive », a-t-il dit, bien que quelque chose dans sa voix suggère que même lui n'était pas entièrement convaincu. Harper a senti la colère monter en elle, chaude sous son calme extérieur. « Vous avez vu le camion » a-t-elle dit, se tournant vers les 2 clients qui avaient été témoins de l'incident. Le couple plus âgé a échangé un regard mal à l'aise. « Je veux dire, » a dit lentement le mari, « c'est arrivé très vite. Je ne peux pas dire avec certitude de qui était le camion. » Harper l'a regardé fixement, comprenant avec une clarté soudaine et douloureuse exactement ce qui se passait. L'homme travaillait, se souvint-elle maintenant, comme superviseur chez Ashford Construction. Il ne mentait pas parce qu'il n'avait rien vu. Il mentait parce que son salaire dépendait de son silence. Après le départ de l'agent, qui a promis de déposer un rapport tout en offrant peu d'espoir de conséquences réelles, le restaurant s'est installé dans un silence lourd et mal à l'aise.
Millie s'est affalée dans une banquette, fixant la vitre fissurée, sa fureur antérieure laissant place à l'épuisement. « Ça fait 14 ans que je gère cet endroit, » a-t-elle dit doucement. « Je n'ai jamais eu de problème comme ça, pas une seule fois. » Harper s'est assise en face d'elle, encore secouée, encore furieuse. « Je suis désolé, » a dit Harper. « C'est à cause de moi, à cause de ce que j'ai trouvé. » Millie a secoué fermement la tête. « Non, c'est à cause de ce que cette famille pense pouvoir faire en toute impunité. Rien de tout ça n'est de ta faute, Harper. N'ose pas porter ce fardeau. » Empt, debout près de la fenêtre, examinant la fissure dans le verre, a finalement parlé. « Ils deviennent désespérés, » a-t-il dit. C'est ce que c'était ce soir, une démonstration de force. Un message qui a failli casser le poignet de Roger, a dit Harper amèrement. L'expression d'Empt s'est assombrie. Je sais. Il s'est tourné pour leur faire face à toutes les deux. Ça change les choses, a-t-il dit. Ils n'essaient plus seulement de t'intimider, Harper. Ils sont prêts à mettre d'autres personnes en danger pour te faire taire. Harper a senti quelque chose se durcir en elle, remplaçant la colère et la peur par quelque chose de plus stable. Alors nous avons besoin de cette preuve, a-t-elle dit. Avant demain, tout ce que nous pourrons trouver, nous en avons besoin. Empt a hoché la tête lentement. D'accord, mais nous manquons de temps et d'options faciles. Le dimanche matin est arrivé, gris et lourd, le ciel épais de nuages qui menaçait de pleuvoir sur le plus grand jour de l'année de Ridgefield. Harper s'est réveillé tôt, ayant à peine dormi, son esprit rejouant la soirée précédente en boucle. Elle s'est habillée pour son service au restaurant, bien que ses pensées soient loin des remplissages de café et des commandes de petit déjeuner. L'inauguration du mémorial des anciens combattants était prévue pour 2 heures cet après-midi-là. Elle se déroulerait sur la place de la ville, juste en face du palais de justice. Au moment où Harper est arrivé chez Millie Hayes pour le service du matin, toute la ville semblait déjà bourdonner d'anticipation. Des bannières étaient tendues le long de Main Street, des chaises pliantes alignées en rangées nettes sur la place. Le restaurant lui-même était plus calme que d'habitude, la plupart des habitués étant occupés à se préparer pour l'après-midi plutôt qu'à s'attarder sur le petit déjeuner. Vers 9 heures, la porte s'est ouverte et 2 agents en uniforme sont entrés, suivis par le shérif Daniels lui-même. C'était un homme aux larges épaules d'une 50aine d'années, avec un visage sévère et indéchiffrable. L'estomac de Harper s'est noué dès qu'elle les a vus. Millie est sortie de derrière le comptoir, méfiante. « Je peux vous aider, shérif ?» Les yeux du shérif Daniels sont passés au-delà d'elle, se posant directement sur Harper. « En fait, a-t-il dit, sa voix plate et officielle, nous sommes ici pour mademoiselle Voss. » Harper a senti son pouce accélérer, bien qu'elle ait gardé une expression stable. « De quoi s'agit-il » a-t-elle demandé. Le shérif Daniels a sorti un petit carnet, y jetant un coup d'œil avant de relever les yeux. « Nous avons reçu une plainte ce matin, » a-t-il dit, concernant des fonds manquants dans la boîte de dons de charité au comptoir. 2000 $ ont été signalés manquants au décompte de la fermeture d'hier soir. Le visage de Millie est devenu pâle d'incrédulité. « Quoi? C'est impossible. J'ai compté cette boîte moi-même vendredi soir. Elle était pleine. Selon la plainte, a poursuivi le shérif Daniels, l'ignorant. Mademoiselle Voss a été la dernière employée vue près de la caisse avant la fermeture hier soir, pendant l'incident de la vitre brisée. Harper a senti le sang quitter son visage alors qu'elle comprenait tout d'un coup. Ils n'essayaient plus seulement de lui faire peur, ils essayaient de détruire entièrement sa crédibilité. Juste avant le seul jour où cela compterait le plus. « Ce n'est pas vrai, » a dit Harper, sa voix stable malgré les battements de son cœur. « Je n'ai jamais touché à cette boîte hier soir. J'étais dehors en train d'aider Roger, après que le camion a heurté la vitre. C'est tout à fait exact, » a dit fermement Millie, s'avançant. « Je peux me porter garante pour elle. Elle était dehors tout le temps en train d'aider un homme blessé. » L'expression du shérif Daniels n'a pas bougé. « Je comprends que vous disiez toutes les deux cela, mais nous avons une plainte officielle enregistrée, ainsi qu'une déclaration de témoin suggérant le contraire. »« Quel témoin ?» a demandé Harper. Le shérif Daniels a de nouveau vérifié ses notes. La déclaration vient d'un certain Colton Ashford, qui dit qu'il est passé brièvement hier soir et a observé mademoiselle Voss près de la caisse, paraissant, selon ses mots, inhabituellement nerveuse. Harper le regarda, stupéfaite. Il n'était même pas là hier soir.
C'est lui qui conduisait le camion qui a heurté la vitre. Nous n'avons aucune preuve confirmée reliant M. Ashford à cet incident, a dit le shérif Daniel. Quant aux fonds manquants, étant donné la gravité de la plainte, j'ai besoin que vous veniez au poste avec nous, mademoiselle Voss, pour répondre à quelques questions. Le restaurant était devenu complètement silencieux. Chaque client restant observant la scène, se déroulait avec des yeux grands ouverts et mal à l'aise. Harper a senti l'humiliation la brûler, vive et chaude, bien qu'elle soit restée calme. Exactement comme Empt l'avait entraîné à rester calme sous une pression bien pire que celle-ci. « Suis-je en état d'arrestation » a-t-elle demandé doucement. « Pas pour le moment » a dit le shérif Daniel. « C'est volontaire pour l'instant, mais je vous conseille vivement de coopérer. » Millie s'est de nouveau avancée, furieuse. « C'est ridicule. Vous faites ça juste avant la cérémonie. Vous vous attendez vraiment à ce que quelqu'un croie que ce n'est pas lié à ce qui s'est passé hier soir. » L'expression du shérif Daniels s'est légèrement durcie. « Je ferai attention à des accusations comme ça, Millie. Je ne fais que suivre une plainte officielle, comme je le ferais pour n'importe qui d'autre. » Harper a détaché lentement son tablier, le posant sur le comptoir, ses mains tremblant légèrement, malgré son calme extérieur. « Je viendrai, » a-t-elle dit doucement. « Je n'ai rien à cacher. » Alors que les agents la conduisaient vers la porte, Harper a jeté un dernier regard vers la banquette du coin où Empt Doyle était assis. Sa mâchoire était serrée, ses yeux brûlaient d'une fureur silencieuse qu'il contenait soigneusement. Il lui a fait le plus petit des hochements de tête, une promesse silencieuse que ce n'était pas fini. Mais alors que la porte du restaurant se fermait derrière elle et qu'elle était conduite vers la voiture de patrouille qui attendait, Harper ne pouvait s'empêcher de penser que Colton et Gerald Ashford venaient de faire exactement ce qu'ils avaient prévu. Il s'était assuré que le jour où toute la ville se rassemblerait pour parler d'honneur, de sacrifice et de vérité, la personne détenant la pièce de vérité la plus importante serait assise dans un poste de police. Sa réputation commençait déjà à s'effriter sous un mensonge. L'interrogatoire au poste a duré près de 2 heures. Harper a répondu honnêtement à chaque question. Elle a expliqué encore et encore qu'elle était dehors en train d'aider Roger Rees au moment exact où l'argent aurait disparu, que Millie pouvait confirmer où elle se trouvait, que l'accusation ne correspondait pas à la chronologie, peu importe comment on la regardait. Les agents sont restés polis, professionnels, mais suivaient clairement un scénario qui avait déjà été écrit avant même qu'elle n'entre. Au moment où ils l'ont finalement relâchée, juste après 11 heures, ils l'ont informée que l'enquête resterait ouverte, et que, pour le moment, elle était suspendue de son poste en attendant le résultat. Millie ne l'avait pas suspendue, bien sûr. Cette décision venait directement des agents, citant la procédure standard pour toute enquête active auprès d'un employeur. Harper est sorti du poste dans l'après-midi gris, la poitrine serrée par un mélange de colère, d'humiliation et de quelque chose proche du désespoir. La nouvelle, elle le savait déjà, se répandrait vite dans une ville de cette taille. Au moment où la cérémonie du mémorial commencerait à 2 heures, la moitié de Ridgefield aurait déjà entendu une version de l'histoire. Serveuse accusée de voler de l'argent de charité. Serveuse interrogée par la police, juste avant le plus grand jour de la ville. Quelle que soit la vérité contenue dans le vieux carnet de son père, elle risquait d'être enterrée sous les ragots et les soupçons, avant même qu'elle n'ait eu la chance de la présenter correctement. Elle s'est assise sur un banc devant le poste, regardant fixement la place du palais de justice, de l'autre côté de la rue. Des ouvriers y installaient encore des chaises, accrochaient des bannières, construisaient une scène pour une cérémonie qui ressemblait soudain moins à un honneur qu'à un piège se refermant lentement sur elle. Emmett l'a trouvée là 20 minutes plus tard. Il était venu dès qu'il avait appris ce qui s'était passé. Il s'est assis à côté d'elle sans un mot pendant un long moment, laissant le silence s'installer. Ils sont doués pour ça, a finalement dit Harper, faire disparaître les choses, faire passer la vérité pour un mensonge. Ils sont désespérés, a dit Emmett. Il y a une différence. Les hommes désespérés font des erreurs, Harper. Les hommes prudents ne paniquent pas comme ça. Ça ne ressemble pas à une erreur, a-t-elle dit amèrement. J'ai l'impression qu'ils viennent de gagner. Empt s'est tourné pour la regarder, son regard égal. La même égalité qu'il avait portée à travers 10 ans d'entraînement silencieux et difficile. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ?» a-t-il dit. « Le tout premier jour où nous avons commencé, il y a toutes ces années. » Harper a réussi un petit rire sans humour. « Tu m'as dit beaucoup de choses. Je t'ai dit, a dit Empt, qu'un jour tu ferais face à un moment qui semblerait impossible.
Un moment où faire la bonne chose semblerait avoir déjà tout coûté, sans rien à montrer en retour. Harper a baissé les yeux sur ses mains, encore légèrement marquées par la brûlure de café de mardi qui s'estompait. « J'ai l'impression que c'est ce moment », a-t-elle admis. « Je sais », a dit Empt, « mais je t'ai dit autre chose ce jour-là aussi. »« Quoi donc ?» Ses yeux se sont légèrement adoucis, bien que sa voix soit restée égale. « Je t'ai dit que les moments qui semblent les plus impossibles sont généralement ceux juste avant que tout ne change. » Harper a levé les yeux vers lui, l'incertitude vacillant derrière ses yeux épuisés. « Tu y crois vraiment? »« Oui, » a dit Empt simplement. « Et je pense que quelque part, ton père y croyait aussi. » Assez pour noter chaque chiffre dans ce carnet, même en sachant que cela pourrait prendre des années avant que quelqu'un ne comprenne pourquoi c'était important. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une vieille cassette usée, la tenant soigneusement entre deux doigts. Harper la regarda, confuse. « Qu'est-ce que c'est? »« Quelque chose que j'avais presque oublié que j'avais encore, » a dit Emmett doucement. « Quelque chose que ton père m'a donné il y a longtemps, juste avant son dernier déploiement. Il m'a dit de le garder en sécurité. Il m'a dit que je saurais quand le moment serait venu de l'utiliser. » Le souffle de Harper s'est coupé dans sa gorge. « Qu'est-ce qu'il y a dessus? » Emmett a regardé vers la place du palais de justice, où les premiers anciens combattants et leurs familles se rassemblaient déjà pour la cérémonie qui commencerait dans quelques heures à peine. « Je ne sais pas encore, » a-t-il admis. « Je ne l'ai pas écouté depuis des années. J'avais presque oublié que je l'avais encore, honnêtement jusqu'à hier soir, en fouillant dans de vieilles boîtes. J'essayais de trouver ce que nous pouvions encore faire avant aujourd'hui. » Il a tourné lentement la cassette entre ses doigts. « Mais je pense, » a-t-il dit doucement, « que c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. » Harper a fixé la petite cassette, son cœur pris entre la peur et un espoir fragile et désespéré. De l'autre côté de la rue, la ville de Ridgefield continuait de se préparer pour son plus grand jour de l'année. Sans savoir que dans quelques heures, tout ce qu'elle pensait savoir sur l'honneur, la vérité et les hommes qui se tiendraient à ce podium était sur le point de changer pour de bon. Empt ne possédait pas de lecteur de cassette. Harper non plus. C'est Millie, de toutes les personnes, qui a résolu le problème. Elle s'est souvenue que le vieux pick-up de son défunt mari, garé derrière le restaurant et intact depuis des années, avait encore un lecteur de cassette fonctionnel. Cet homme refusait de moderniser quoi que ce soit dans sa vie, a dit Millie, en les conduisant vers le parking en gravier derrière le restaurant Millie's. Je suppose que ça a finalement payé. Elle a déverrouillé le vieux camion et Empt s'est glissé derrière le volant, Harper s'installant sur le siège passager. Millie s'est penchée par la fenêtre ouverte. Avec des mains prudentes et stables, Empt a inséré la cassette dans le lecteur. Pendant un long moment, il n'y a eu que du grésillement et le faible bourdonnement de la vieille machine qui se réchauffait. Puis une voix, la voix de Daniel Voss. Harper n'avait pas entendu la voix de son père depuis 10 ans. Elle avait presque oublié le son exact de celle-ci. La façon dont il se raclait la gorge avant de parler, le rythme régulier et délibéré de ses mots. L'entendre maintenant, crépitant faiblement à travers un vieux haut-parleur de camion, c'était comme recevoir un coup en plein cœur. « Empt » a commencé l'enregistrement. « Si tu écoutes ça, c'est que je t'ai demandé de le garder pour une raison, et je suis sûr que tu as un bon jugement sur le moment opportun. » Une pause, un léger bruissement, comme du papier qu'on déplace. « J'ai gardé des registres », a poursuivi l'enregistrement, « sur le fond de soutien aux anciens combattants. Quelque chose ne va pas avec les chiffres. J'ai essayé de parler directement à Gerald Ashford à ce sujet 2 fois maintenant. Les 2 fois, il a balayé ça d'un revers de la main. Il m'a dit que je lisais mal les rapports. Les mains de Harper se sont crispées sur ses genoux. Je ne pense pas que je lise mal quoi que ce soit. La voix de son père a continué, stable mais tendue. Je pense que de l'argent est déplacé là où il ne devrait pas être. Je n'ai pas encore de preuves. Pas le genre de preuves qui tiendrait si je les présentais au conseil. Mais je vais continuer à creuser du mieux que je peux avant de partir. Une autre pause. Si quelque chose m'arrive avant que je ne termine ça, a dit Daniel Voss, sa voix s'adoucissant, j'ai besoin que tu veilles sur ma fille Harper. Elle a 14 ans maintenant. Intelligente comme tout, plus forte qu'elle ne le sait. Harper a senti les larmes lui piquer les yeux, clignant fort pour les retenir. Et si cette affaire de fond revient un jour, a poursuivi son père, si Gerald Ashford essaie un jour d'enterrer ce qu'il a fait sous un grand projet brillant, un mémorial, une cérémonie d'inauguration,
Je veux que tu t'assures que la vérité ne reste pas enterrée avec. » L'enregistrement s'est arrêté brusquement, la bande sifflant doucement dans le silence. Pendant un long moment, personne dans le camion n'a dit un mot. Finalement, Millie a rompu le silence, sa voix épaisse. « Eh bien, » a-t-elle dit doucement, « je suppose que ça répond à quelques questions. » Empt regardait droit devant lui à travers le pare-brise, la mâchoire serrée, les yeux lointains. « Il savait, » a dit Empt. « Il y a 10 ans, il soupçonnait déjà exactement ce que Gerald faisait. Et il s'est assuré que quelqu'un porterait cette vérité, même s'il n'était pas là pour finir le travail lui-même. » Harper a essuyé ses yeux avec précaution. « Ce n'est pas suffisant en soi, cependant, » a-t-elle dit. « Un enregistrement de lui disant qu'il soupçonne quelque chose n'est pas une preuve. Gerald pourrait prétendre que mon père avait tort, qu'il était confus. » Empt s'est tourné pour la regarder. « Non, » a-t-il dit lentement. « Mais combiné avec le carnet, combiné avec les registres qui existent encore de ce fond, ça commence à construire quelque chose de beaucoup plus difficile à expliquer. » Harper a vérifié l'heure sur le tableau de bord du camion. 12h45. La cérémonie commençait à 2h. « Ce n'est pas assez de temps, » a-t-elle dit, la panique perçant dans sa voix. « Nous n'avons pas de registres officiels. Tout ce que nous avons, c'est un carnet et une vieille cassette que personne d'autre que nous n'a entendu. » Empt est resté silencieux, réfléchissant. Puis il a attrapé la poignée de la porte du camion. « Alors nous nous assurerons que les bonnes personnes l'entendent, » a-t-il dit. Aujourd'hui, devant tout le monde. À 1h30, la place de la ville était presque entièrement remplie. Des rangées de chaises pliantes blanches s'étendaient sur l'herbe, faisant face à une estrade en bois décorée de banderoles rouges, blanches et bleues. Derrière l'estrade se trouvait le nouveau mémorial des anciens combattants lui-même, encore partiellement recouvert d'un grand drap blanc, attendant d'être dévoilé. Des noms avaient déjà été gravés dans le granit poli sous ce drap, les noms d'hommes et de femmes de Ridgefield et du comté environnant qui avaient donné leur vie en service. Walter était assis près du devant, sa canne posée contre son genou, ses yeux dérivant de temps en temps vers le mémorial couvert, où le nom de son frère attendait sous le tissu. Eleanor Pratt était assise quelques rangées plus loin, les mains jointes sur ses genoux, scrutant la foule avec la même attention calme et patiente qu'elle avait toujours. Des journalistes du journal local, ainsi qu'une petite équipe de télévision de la ville la plus proche, s'étaient installés près du devant. Les caméras étaient dirigées vers la scène où des chaises pliantes avaient été disposées pour les dignitaires du jour. Gerald Ashford était assis sur la chaise du centre, vêtu d'un costume sombre et élégant. Son expression était composée et digne. Il était l'image parfaite d'un leader communautaire respecté sur le point de prononcer le discours de sa vie. Colton était assis quelques rangées plus loin dans la foule, les bras croisés, un sourire satisfait aux lèvres. Il jetait de temps en temps un coup d'œil à la place vide où Harper aurait normalement dû être assise parmi le personnel du restaurant et les bénévoles de la communauté. Il n'avait aucune idée qu'elle allait quand même venir. Au bord de la foule, debout tranquillement à l'arrière, Harper et Empt regardaient les remarques d'ouverture de la cérémonie se dérouler. Le maire présentait l'événement avec des mots chaleureux et bien rodés sur le sacrifice et la gratitude. Harper serrait fermement le vieux carnet en cuir dans une main. Dans sa poche, soigneusement enveloppée dans un mouchoir, se trouvait la cassette. « Nous avons besoin d'un moyen de présenter ça à tout le monde », a-t-elle chuchoté à Empt. Pas seulement le chuchoter à quelques personnes après la cérémonie. Tout le monde. Les yeux d'Empt se sont posés sur la petite table pliante près de la scène où un système de sonorisation portable avait été installé pour projeter les discours sur la place. À côté, se tenait un jeune homme d'une vingtaine d'années, ajustant un pied de microphone, clairement responsable de la gestion audio de l'événement. « Là, » a dit Emmett, « c'est notre porte d'entrée. » Ils se sont approchés prudemment, attendant que le maire termine ses remarques d'ouverture et se retire, laissant la place à un pasteur local pour une courte prière. Le jeune technicien audio a levé les yeux alors qu'Emmett s'approchait, poliment curieux. « Je peux vous aider, monsieur ? J'ai besoin de 5 minutes avec votre système de sonorisation, » a dit Emmett doucement. Après le discours de Gerald Ashford, le jeune homme a cligné des yeux. « Je suis désolé, ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux autoriser. » Tout est programmé de manière assez serrée. Harper s'est avancé, tendant le carnet. « S'il vous plaît, » a-t-elle dit. « C'est à propos du fonds dont ce mémorial était censé provenir.
Il y a quelque chose que tout le monde dans cette foule mérite de savoir avant la fin de cette cérémonie. Le technicien a hésité entre eux, incertain, ses yeux dérivant vers la scène où Gerald Ashford se tenait maintenant, commençant ses remarques préparées sur l'honneur, le sacrifice et la communauté. « Écoutez, a-t-il dit lentement, je ne peux vraiment pas donner le micro à des étrangers au milieu d'un événement comme celui-ci. » L'expression d'Empt est restée calme, bien que quelque chose de sérieux se soit installé derrière ses yeux. « Mon garçon, a-t-il dit doucement, j'ai servi ce pays pendant 22 ans. J'ai enterré plus d'amis que je ne veux en compter. Je vous demande, en tant que vétéran à un jeune homme qui respecte clairement ce que signifie aujourd'hui, de nous donner 5 minutes. » C'est tout, 5 minutes après son discours, avant le dévoilement. Le jeune homme a hésité, observant le visage stable et buriné d'Empt, l'expression déterminée de Harper à ses côtés. « 5 minutes, a-t-il finalement dit. Mais si ça tourne mal, c'est votre responsabilité, pas la mienne. »« Compris, » a dit Empt. Ils se sont reculés, attendant, regardant le discours de Gerald Ashford se dérouler sans accroc sur la place, pratiqué et confiant. « Aujourd'hui, disait Gerald, nous honorons non seulement les noms gravés dans cette pierre derrière moi, mais aussi les valeurs qu'ils représentaient, le sacrifice, le devoir, l'honnêteté. » Harper a senti sa mâchoire se crisper au mot « honnêteté ». Ce mémorial, a poursuivi Gerald, représente des années de planification minutieuse, de gestion prudente de la générosité de cette communauté. Et je suis fier, profondément fier, d'avoir joué un rôle dans sa réalisation. La foule a applaudi chaleureusement, ignorant la tempête qui se préparait tranquillement au bord de la place. Le discours de Gerald a duré encore 10 minutes, abordant l'histoire de la collecte de fonds, remerciant divers membres de la communauté et sponsors commerciaux, évitant soigneusement toute mention spécifique de chiffres ou de délais. Alors qu'il commençait à conclure, désignant le mémorial couvert derrière lui, se préparant pour le dévoilement cérémoniel, Harper a senti son cœur battre fort contre ses côtes. « Et maintenant, » a annoncé Gerald, « c'est mon grand honneur de dévoiler ce mémorial. Un hommage durable aux hommes et femmes courageux de Ridge qui ont tout donné au service de ce pays. » Il a attrapé le cordon qui retirerait le drap blanc. C'était le moment. Empt s'est dirigé vers la table audio, hochant la tête une fois au jeune technicien, qui, avec une réticence visible, lui a tendu un petit microphone à main. « Excusez-moi, » a dit Empt, sa voix soudainement amplifiée sur la place, stable et claire. La foule s'est retournée, des murmures parcourant les rangées de chaises pliantes. Gerald s'est figé, la main toujours sur le cordon, son expression composée vacillant de confusion, et juste en dessous, la plus faible trace d'alarme. « Je m'excuse pour l'interruption, » a poursuivi Empt, marchant lentement vers l'avant, Harper juste derrière lui. « Mais avant que ce mémorial ne soit dévoilé, il y a quelque chose que les habitants de cette ville méritent d'entendre. » Les murmures se sont intensifiés. Les journalistes ont échangé des regards, les caméras se tournant vers ce moment inattendu. Gerald s'est rapidement repris, forçant un sourire crispé. « Empt, je comprends que vous ayez des sentiments forts à l'égard de l'hommage à nos anciens combattants. Nous en avons tous. Mais ce n'est peut-être pas le moment approprié. »« C'est exactement le moment approprié, » a dit Empt, son calme mais ferme. Parce que ce mémorial était censé être financé en partie par des dons initialement collectés pour le fonds de soutien aux anciens combattants de Ridgefield. Un fonds qui a discrètement disparu, intégré à ce projet il y a plus de 10 ans. Le sourire de Gerald a vacillé. « Ce n'est tout simplement pas exact, » a-t-il dit rapidement, jetant un regard nerveux à la foule. Le fonds de soutien a été consolidé en toute légalité dans cette initiative plus vaste et plus percutante. « Vraiment ?» a demandé Empt, en levant le carnet en cuir usé. « Parce que, selon des registres minutieux tenus par un homme qui était bénévole pour ce fonds, des milliers de dollars collectés pour les familles de militaires de ce comté ne sont jamais arrivés dans aucun des deux fonds. » Le murmure de la foule s'est transformé en un bourdonnement bas et mal à l'aise. Le visage de Gerald était devenu pâle, bien qu'il ait lutté pour garder son sang-froid. « Je ne sais pas ce que vous insinuez, » a-t-il dit, la voix se crispant. « Mais j'assure à tout le monde ici que chaque dollar du financement de ce mémorial a été correctement comptabilisé. Alors ça ne vous dérangera pas, » a dit Empt d'un ton égal, « si nous prenons un moment pour écouter les paroles de l'homme qui a le premier remarqué la divergence. »
Un homme qui a servi ce pays fidèlement pendant 12 ans et qui se trouve être l'un des noms gravés sur ce mémorial derrière vous. Un silence stupéfait s'est abattu sur la foule. Walter, près du devant, s'est redressé, son visage buriné soudainement alerte. La main d'Eleanor Pratt s'est portée à sa bouche. Les yeux de Gerald se sont tournés vers Colton, figé dans la foule, son sourire narquois précédent complètement disparu, remplacé par quelque chose de plus proche de la panique. Harper s'est avancé et a pris le microphone avec des mains tremblantes mais stables. « Je m'appelle Harper Voss », a-t-elle dit, sa voix portant clairement sur la place silencieuse. Certains d'entre vous me connaissent comme la serveuse du restaurant Milliers. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est que mon père, Daniel Voss, a donné sa vie au service de ce pays il y a 10 ans. Elle a jeté un coup d'œil au mémorial couvert derrière Gerald. Son nom est sur ce mur, a-t-elle poursuivi. Avant de mourir, il a découvert quelque chose de troublant sur la façon dont les dons au fonds de soutien aux anciens combattants étaient gérés. Elle a fouillé dans sa poche, déballant soigneusement la petite cassette. Il a enregistré ses préoccupations, a-t-elle dit, et a demandé à un ami de confiance de les garder en sécurité jusqu'à ce que le moment soit venu de les présenter. Elle s'est tournée vers Empt, qui a sorti un petit haut-parleur à pile qu'il avait emprunté au placard de fourniture du restaurant ce matin-là. Il l'a rapidement connecté à un lecteur portable qu'il avait récupéré de son camion. Gerald s'est avancé soudainement, sa voix sèche. « C'est complètement inapproprié. Vous ne pouvez pas détourner une cérémonie commémorative avec des accusations non vérifiées. Elles ne sont pas non vérifiées, a dit Harper d'un ton stable. Ce sont les propres mots de mon père, enregistrés avant sa mort. Elle a appuyé sur lecture. La voix de Daniel Voss a crépité à travers le petit haut-parleur, portant clairement à travers la foule stupéfaite. J'ai gardé des registres sur le fonds de soutien aux anciens combattants. Quelque chose ne va pas avec les chiffres. J'ai essayé de parler directement à Gerald Ashford à ce sujet, 2 fois maintenant. Les 2 fois, il a balayé ça d'un revers de la main, me disant que je lisais mal les rapports. Le silence de la foule s'était transformé en quelque chose de plus lourd maintenant, de plus chargé. Tous les yeux sur la place étaient fixés sur Gerald Ashford, dont le visage était devenu complètement blanc. « Je ne pense pas que je lise mal quoi que ce soit », a poursuivi l'enregistrement. « Je pense que de l'argent est déplacé là où il ne devrait pas être. » Les mains de Gerald se sont crispées à ses côtés. « C'est absurde », a-t-il dit fort, bien que sa voix ait perdu la plupart de sa confiance antérieure. Un enregistrement ne prouve rien. Mon ancien collègue a peut-être eu des inquiétudes, bien sûr, mais les inquiétudes ne sont pas des faits. C'est une campagne de diffamation, programmée délibérément pour m'embarrasser le jour le plus important du calendrier de cette ville. « Vraiment ?» a crié une nouvelle voix. Toutes les têtes se sont tournées. Harold Sims, le greffier de comté à la retraite, s'est levé de son siège près de l'arrière, s'appuyant sur sa canne, son expression sombre et résolue. « J'ai travaillé au bureau des archives du comté pendant près de 30 ans, a annoncé Harold, sa voix portant avec une force surprenante sur la place. Je me souviens du fonds de soutien. Je me souviens quand il s'est discrètement dissous dans ce projet de mémorial. Et je me souviens avoir pensé à l'époque que c'était étrange que personne n'ait jamais publié un compte-rendu complet de la somme exacte transférée et de la somme qui a simplement disparu en cours de route. Le sang-froid de Gerald s'est encore fissuré. « Harold, vous êtes à la retraite », a-t-il lancé. « Vous n'avez pas travaillé dans ce bureau depuis des années. Vous n'avez aucune autorité pour parler des finances actuelles de la ville. »« Peut-être pas », a dit Harold calmement. « Mais j'ai gardé des copies des anciens documents de transfert de fonds quand j'y avais encore accès. L'habitude d'un greffier prudent, je suppose. Je me suis toujours demandé s'ils importeraient un jour. » Il a brandi un mince dossier manille, usé mais intact. « Je les ai apportés aujourd'hui, » a-t-il dit, parce qu'Empton m'a appelé hier et m'a dit ce que Harper avait trouvé. Je me suis dit que s'il y avait un jour où ces vieux papiers pourraient enfin avoir de l'importance, ce serait aujourd'hui. La foule a éclaté en un murmure bas et urgent, les journalistes griffonnant furieusement, la caméra de télévision se tournant entièrement vers Harold et le dossier dans sa main. L'expression de Gerald est passée de l'indignation à quelque chose de plus proche du désespoir. « C'est une attaque coordonnée », a-t-il dit fort, la voix s'élevant, orchestrée par une jeune femme amère qui était récemment sous enquête pour vol, et un vieil homme paranoïaque s'accrochant à des théories du complot. « Je n'ai jamais été accusé de vol »,
a dit Harper clairement, stable, malgré l'accusation. Parce que je n'ai jamais rien volé. Cette accusation a été fabriquée hier, moins de 24 heures avant la cérémonie, par votre propre fils. Tous les yeux se sont tournés vers Colton, toujours figé dans la foule, son visage rouge de panique. « Ce n'est pas vrai », a dit Colton rapidement, bien que sa voix se soit légèrement brisée. « Je n'ai jamais rien dit de tel. Vous avez dit au shérif Daniels que j'avais l'air nerveuse près de la caisse », a dit Harper, malgré le fait que vous n'étiez même pas au restaurant hier soir. Vous conduisiez le camion qui a heurté la vitrine la même nuit où un homme âgé a été blessé sur le trottoir. Des halètements ont parcouru la foule. Roger Hendricks, assis près du devant avec son poignet toujours bandé, s'est levé lentement, s'appuyant sur son bras valide. « C'est vrai », a dit Roger fort, la voix tremblante de colère. « Le camion de ce garçon a failli me renverser hier soir. Je l'ai vu clairement. Le moteur était trop bruyant pour se tromper », a ajouté Millie, debout au bord de la foule où elle était arrivée juste à temps pour tout voir. Et les images de sécurité se sont mystérieusement coupées exactement au mauvais moment. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Le visage de Colton était devenu pâle, sa bravade antérieure complètement évaporée. « Papa !» a-t-il dit doucement, se tournant vers Gerald, la panique claire dans sa voix. « Ça devient incontrôlable. » La mâchoire de Gerald s'est crispée, ses yeux passant de la foule aux journalistes, aux caméras, tous maintenant fixés intensément sur lui. « Assez de ça !» a-t-il dit sèchement, une partie de son ancienne autorité revenant dans sa voix. « J'ai bâti l'entreprise la plus prospère de cette ville à partir de rien. J'ai servi cette communauté fidèlement pendant plus d'une décennie. Je ne resterai pas ici à me faire calomnier par une serveuse et un greffier à la retraite qui courent après des ombres. » Il a de nouveau attrapé le cordon du mémorial couvert, ses mouvements vifs de colère à peine contenus. « Cette cérémonie, a-t-il dit fort, se déroulera comme prévu. » C'est alors qu'Eleanor Pratt s'est levée de son siège. La foule s'est de nouveau tue, regardant la veuve âgée s'avancer lentement, son expression calme mais résolue. « Gerald Dashford », a-t-elle dit, sa voix portant clairement malgré sa douceur usée par l'âge. « Je vous connais depuis que vous étiez un garçon livrant des journaux dans cette même rue. » Gerald s'est tourné vers elle, quelque chose d'incertain vacillant sur son visage. « Mon mari a servi ce pays pendant 25 ans, a poursuivi Eleanor. Il croyait profondément que des mémoriaux comme celui-ci existent pour honorer la vérité, pas pour l'enterrer. Si ne serait-ce qu'une fraction de ce qui est dit aujourd'hui est exact, alors ce mémorial, tel qu'il est actuellement, est construit sur une fondation de malhonnêteté. Et ce n'est pas quelque chose que je suis prête à applaudir ici. » Gerald a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Autour de la place, d'autres anciens combattants ont commencé à se lever de leur siège, l'un après l'autre. Une vague silencieuse et puissante de solidarité se propageant dans la foule. Walter s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne. « Le nom de mon frère est sur ce mur », a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. « Je veux qu'il y soit parce qu'il l'a mérité, pas parce que quelqu'un a utilisé son sacrifice pour couvrir des méfaits. » D'autres voix se sont jointes, des murmures d'accord se propageant régulièrement dans la foule rassemblée. L'atmosphère est passée d'un silence stupéfait à quelque chose de plus proche d'une indignation collective et silencieuse. Gerald Ashford se tenait au centre de tout cela. Son image soigneusement construite s'effondrait en temps réel devant les caméras, les journalistes et la communauté même qu'il avait passé des décennies à cultiver. « C'est » a-t-il commencé, la voix vacillante. « Ce n'est pas... » Il n'a pas terminé la phrase. Au lieu de cela, Colton, paniqué, s'est frayé un chemin à travers la foule vers la scène, son visage tordu. « Ce n'est pas juste », a-t-il crié, en bousculant un journaliste surpris. « Vous ruinez tout pour un vieux carnet et une stupide cassette. » Il s'est jeté sur Empt, attrapant le petit haut-parleur, qui jouait encore un faible grésillement dans ses mains. Il a essayé de l'arracher, essayant de faire taire la vérité avant qu'elle ne puisse se propager davantage. Empt, malgré son âge, a tenu bon, refusant de lâcher prise. Colton, alimenté par la panique et l'humiliation, l'a poussé violemment. Empt a reculé, se rattrapant au bord de la table audio, la foule haletant d'alarme. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Harper a bougé avant même d'avoir pleinement conscience de sa décision. 10 ans d'entraînement silencieux et patient dans une vieille grange au sol, en terre battue,
ont surgi en un instant. Chaque leçon, chaque répétition, chaque heure de retenue a finalement convergé en un mouvement pur et contrôlé. Elle s'est interposée entre Colton et Empt en un seul mouvement fluide, attrapant le poignet de Colton alors qu'il se tendait à nouveau vers l'homme plus âgé. « Ça suffit », a-t-elle dit, sa voix basse, stable, absolue. Colton, toujours emporté par une vague d'adrénaline paniquée, a essayé de libérer son bras, puis a balancé son autre main vers elle dans un mouvement maladroit et furieux. Harper n'a pas bronché. Elle s'est avancée dans le mouvement au lieu de s'en éloigner, redirigeant son élan en douceur. Exactement comme Empt le lui avait appris année après année, lors d'innombrables après-midi tranquilles que personne d'autre n'avait jamais vus. Colton a trébuché en avant, déséquilibré. Et dans le même mouvement, Harper a pivoté bas, projetant son poids dans un coup de pied balayé et contrôlé qu'il a attrapé nettement sur le côté de la jambe, le faisant tomber instantanément sur l'herbe. Tout s'est passé en moins de 2 secondes. Aucun mouvement gaspillé, aucune force inutile, juste un contrôle précis et exercé. Exécuté exactement comme on le lui avait appris. C'était le même mouvement qu'Empt lui avait fait répéter des centaines de fois dans cette vieille grange. Celui qu'il avait toujours appelé, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, la chute d'Oyle. Il ne lui avait jamais dit pourquoi il l'avait nommé ainsi. Debout au-dessus de Colton sur l'herbe, elle a finalement compris. Il avait simplement attendu patiemment le jour où elle en aurait besoin. La foule a halté collectivement, une vague de silence stupéfait se propageant. Colton gisait sur le sol, gémissant, plus choqué que blessé, regardant Harper avec des yeux grands ouverts et incrédules. Harper se tenait au-dessus de lui, la respiration régulière, son expression calme plutôt que triomphante. Elle n'avait pas donné ce coup de pied par colère. Elle l'avait donné parce qu'Empt était en danger. Parce que 10 ans d'entraînement lui avaient appris exactement quand la retenue devait céder la place à l'action, et exactement quelle force était suffisante, et pas plus. « Reste à terre », a-t-elle dit doucement. « C'est fini. » Pendant un long moment figé, personne sur la place n'a bougé. Puis, lentement, délibérément, une personne a commencé à applaudir. C'était Walter, suivi de Roger, suivi d'Eleanor. Puis, progressivement, par un ancien combattant après l'autre, se levant à travers la place. Les applaudissements se sont transformés en quelque chose de puissant et d'incontestable. Pas des applaudissements pour la violence, des applaudissements pour une jeune femme qui avait passé des années à se préparer discrètement pour protéger les gens et la vérité qui lui tenait à cœur, et qui avait finalement eu l'occasion de prouver exactement à quoi cette préparation avait servi. Les 2 agents qui avaient interrogé Harper la veille se sont rapidement déplacés à travers la foule. Mais cette fois, leur attention était entièrement fixée sur Colton et Gerald Ashford. « Monsieur », a dit fermement un agent, en aidant Colton à se relever avant de lui passer les menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression et, en attendant une enquête plus approfondie, des accusations supplémentaires liées à l'incident de la nuit dernière. » Colton, hébété et humilié, n'a offert aucune résistance. Gerald se tenait figé au centre de la scène, les draps blancs toujours drapés sur le mémorial derrière lui. Sa réputation soigneusement construite gisait en ruine à ses pieds. Harold Sims s'est approché du second agent, lui tendant le dossier manille des anciens registres financiers. « Je pense que vous voudrez examiner attentivement ces documents », a dit Harold. « Comparez-les aux registres qui existent encore du fond du mémorial. J'ai le sentiment que les chiffres vont raconter une sacrée histoire. » Le shérif Daniels lui-même est arrivé quelques instants plus tard, ayant reçu un appel urgent, son expression sombre alors qu'il évaluait la scène. La foule, les caméras, le poids indéniable de l'opinion publique, maintenant fermement tourné contre l'homme qu'il avait, jusqu'à ce matin même, si nonchalamment protégé. « Gerald », a dit doucement le shérif Daniel en s'approchant de la scène. « Je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse aujourd'hui. » Gerald a ouvert la bouche pour protester, jetant un regard désespéré autour de la place, cherchant un allié restant, un chemin de retour vers l'image qu'il avait passé des décennies à construire soigneusement. Il n'en a trouvé aucun. Lentement, la combativité sembla l'abandonner, ses épaules s'affaissant sous le poids d'une exposition qu'il ne pouvait plus fuir. « Bien », a-t-il dit doucement, sa voix à peine audible. « Bien ». Le dévoilement du mémorial a eu lieu près d'1 heure plus tard que prévu.
Il a été retardé par des dépositions, par des conversations prudentes entre les agents et les témoins, par des journalistes recueillant chaque détail des événements extraordinaires qui venaient de se dérouler. Mais il a eu lieu. Cette fois, ce n'est pas Gerald Ashford qui a tiré le cordon. C'est Walter, se tenant droit malgré sa canne, ses mains burinées stables alors qu'il attrapait le drap blanc. À côté de lui se tenaient Harper et Empt, et Eleanor et Roger, et une douzaine d'autres anciens combattants et membres de leur famille qui avaient attendu des années pour ce moment précis. Le drap est tombé, révélant du granit poli gravé de rangées de noms. Les yeux de Walter ont immédiatement trouvé le nom de son frère, traçant doucement les lettres du bout des doigts. Les yeux de Barber ont également trouvé le nom de son père, Daniel Voss, gravé soigneusement dans la pierre. Exactement là où il devait être, exactement comme il aurait toujours dû être honoré. Pour la première fois depuis très longtemps, debout devant ce mémorial, entouré d'une foule qui venait de voir la vérité triompher enfin d'un mensonge soigneusement construit, Harper a pleuré. Pas de tristesse, mais de quelque chose de plus proche de la libération. Empt se tenait tranquillement à côté d'elle, sa main reposant doucement sur son épaule. « Il serait fier de toi », a-t-il dit doucement. « Plus fier que tu ne le penses probablement. » Harper a essuyé ses yeux, réussissant un petit sourire sincère. « Je pense », a-t-elle dit, « qu'il savait déjà que ce jour viendrait. C'est pourquoi il a gardé ce carnet. C'est pourquoi il t'a confié cette cassette. » Empt a hoché la tête lentement, regardant la foule, le mémorial, la ville calme et stable de Ridgefield. Elle commençait enfin à comprendre à quoi ressemblait vraiment l'honneur. Certaines promesses, a-t-il dit, prennent plus de temps à tenir que d'autres, mais les bonnes valent toujours la peine d'attendre. Dans les semaines qui ont suivi, toute l'étendue des actions de Gerald Ashford a été révélée. Les enquêteurs, travaillant minutieusement sur les registres que Harold Sims avait conservés aux côtés du carnet de Daniel Voss, ont découvert un schéma clair de détournement de fonds. Cela remontait à plus d'une décennie, totalisant près de 90 000 $ détournés, discrètement de dons de charité. Ces dons étaient destinés à soutenir les familles de militaires et, plus tard, le projet du mémorial lui-même. Gerald a démissionné du conseil municipal en quelques jours, faisant face à des accusations formelles de fraude et de détournement de fonds de charité. Colton a fait face à ses propres accusations distinctes, liées à l'incident devant le restaurant Milliers, au faux rapport déposé contre Harper et à l'agression dont des centaines de personnes ont été témoins lors de la cérémonie. La chute de ces deux hommes ne s'est pas faite rapidement ni facilement, mais elle s'est produite. Lentement, prudemment, la ville de Ridgefield a commencé le travail de reconstruction de ce qui avait été endommagé, non seulement financièrement, mais aussi en termes de confiance. Un nouveau comité, composé en grande partie d'anciens combattants et de bénévoles de la communauté, a cette fois pris en charge la supervision du financement continu du mémorial. Il s'assurait que chaque dollar irait enfin exactement là où il avait toujours été promis. La vitrine du restaurant Millies a été réparée en une semaine et Harper a repris ses services habituels. Cependant, la façon dont les gens la regardaient maintenant avait changé. Ils ne voyaient plus simplement une serveuse discrète et polie, remplissant des tasses de café. Ils voyaient quelqu'un qui avait porté une lourde vérité en silence pendant des années. Quelqu'un qui avait enduré l'humiliation avec une grâce constante. Et qui, lorsque le moment l'a finalement exigé, s'est tenu ferme exactement quand c'était le plus important. Walter commandait toujours son même petit déjeuner chaque matin, bien que maintenant, il s'attarde souvent un peu plus longtemps, partageant des histoires sur son frère. Des histoires qu'il disait n'avoir jamais osé raconter auparavant. Eleanor venait toujours pour son café et ses mots croisés, bien qu'elle s'arrange maintenant pour s'asseoir près de la section de Harper chaque fois qu'elle le pouvait. Les deux femmes ont lentement construit quelque chose comme une véritable amitié. Ed Empt s'asseyait toujours dans sa banquette du coin chaque matin, buvant son café noir, sans sucre, sans crème. Seulement maintenant, toute la ville comprenait exactement qui il était, et exactement ce qu'il avait passé 10 années tranquilles à faire, pour la fille d'un homme qu'il n'avait jamais cessé d'honorer. Un après-midi tranquille, plusieurs semaines après la cérémonie, Harper a trouvé une vieille tasse de café Hawksliff, rangée dans une armoire arrière du restaurant. Elle était légèrement ébréchée sur le bord. C'était clairement l'une des plus anciennes pièces encore utilisées chez Millies. C'était, réalisa-t-elle, la même tasse que Colton avait utilisée pour lui brûler la main ce premier matin.
Elle a failli la jeter. Au lieu de cela, elle l'a ramenée chez elle avec précaution, l'a nettoyée doucement et l'a placée dans la boîte en bois. À côté du carnet de son père, du drapeau plié et des gants en cuir usé qu'Empt lui avait donné 10 ans plus tôt. Quelques jours plus tard, elle a apporté la tasse à la réunion du comité du mémorial des anciens combattants, nouvellement formé, expliquant doucement ce qu'elle représentait pour elle. Ils ont écouté attentivement, et le mois suivant, cette même tasse en porcelaine ébréchée se trouvait à l'intérieur d'une petite vitrine, près du mémorial lui-même. À côté, une courte plaque gravée. On pouvait y lire simplement « En l'honneur de Daniel Voss et de tous ceux qui portent discrètement la vérité, jusqu'à ce que le monde soit enfin prêt à l'entendre. » Par une fraîche soirée de fin octobre, Harper s'est de nouveau assise avec Empt dans la vieille grange derrière sa maison. La même grange où son entraînement avait commencé 10 ans plus tôt. Ils ne se sont pas entraînés ce soir-là. Ils se sont simplement assis ensemble sur 2 vieux tabourets en bois, partageant un thermos de café. Ils regardaient la dernière lumière s'estomper lentement sur la campagne tranquille de l'Ohio. « Tu sais, » a dit doucement Harper, « je pensais que ce que tu m'apprenais, c'était à me battre. » Empt a souri légèrement. « Et maintenant ?»« Maintenant, je pense, » a dit Harper lentement, « que c'était toujours pour apprendre à attendre, à s'accrocher à la patience, à la vérité et à la gentillesse, même quand tout autour de toi dit que ça n'en vaut plus la peine. » Emmet a hoché la tête lentement, regardant les champs tranquilles. « Ton père comprenait ça mieux que la plupart des gens avec qui j'ai servi, » a-t-il dit. « Il a toujours cru que la vérité valait la peine d'être protégée, même si cela prenait des années pour avoir de l'importance. » Harper a baissé les yeux sur ses mains, se souvenant de la brûlure qui avait guéri depuis longtemps. Si souvenant de la peur, de l'épuisement, de la force tranquille qu'elle avait puisée dans 10 ans de préparation patiente. « Je pense, » a-t-elle dit doucement, « qu'il serait fier de la façon dont ça s'est terminé. » Empt a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti quelque chose de petit, usé par des décennies de manipulation. Une épingle en argent terni en forme de trident, ses bords adoucis par des années passées dans une poche, près du cœur de quelqu'un. « Je n'ai pas porté ça depuis longtemps, » a-t-il dit doucement, la retournant dans ses doigts avant de la placer doucement dans sa paume. Je me suis dit qu'elle avait assez traîné dans un tiroir. Harper la regarda, la gorge serrée. « Empt, je ne peux pas accepter ça. Tu l'as déjà mérité, » a-t-il dit simplement. « Il y a 10 ans, en fait. Je n'ai juste jamais trouvé le bon jour pour te la donner. Il s'avère qu'aujourd'hui est le bon jour. » Elle a refermé ses doigts dessus avec précaution, le métal encore chaud de sa poche. « Qu'est-ce que j'en fais ?» a-t-elle demandé doucement. « Ce qui te semble juste, » a dit Empt. « Porte-la. Mets-la dans cette boîte en bois, avec tout ce que ton père t'a laissé. Oh, souviens-toi simplement qu'elle est là la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te dire que la patience est la même chose que la faiblesse. » Harper a souri, essuyant ses yeux une fois de plus, bien que cette fois les larmes semblaient plus légères, plus faciles à porter. « Je ne pense pas que quiconque dans cette ville fera à nouveau cette erreur, » a-t-elle dit. Empt a ri doucement, le son chaud et sans hâte. « Non, » a-t-il convenu. « Je ne suppose pas qu'ils le feront. » Ils sont restés assis ensemble un peu plus longtemps, le ciel s'assombrissant en douces couleurs du soir. 2 âmes tranquilles, liées par une promesse faite 10 ans plus tôt, une promesse enfin entièrement tenue. Et quelque part en ville, à l'intérieur d'une petite vitrine à côté d'un mémorial nouvellement inauguré, une vieille tasse de café ébréchée était tranquillement exposée. Ce n'était plus un symbole d'humiliation, mais un rappel durable de quelque chose de bien plus puissant, que parfois, les personnes les plus discrètes portent les vérités les plus lourdes, et que parfois, la gentillesse a besoin de son propre protecteur.